Veux-tu être ma maman? La voix de la petite fille a transpercé le bruit du quai comme une lame. Clara Bennett s'est figée. Elle venait de regarder l'homme qui l'avait fait venir. L'homme pour qui elle avait tout vendu pour venir se marier dans l'Ouest. Elle l'a vu plier sa photo en deux, la glisser dans la poche de sa veste, ajuster ses manchettes et s'en aller. Pas un mot, pas un regard en arrière. Chaque personne sur ce quai l'avait vu. La honte était publique et totale. Elle n'avait nulle part où aller, et il ne lui restait plus un seul dollar pour partir. Et maintenant, cet enfant, l'enfant d'un inconnu, se tenait devant elle, la main tendue, attendant. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche et laissez un commentaire pour me dire de quelle ville vous nous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Maintenant, restez avec moi, car ce qui va suivre va changer tout ce que vous croyez savoir sur ce à quoi un moment de désespoir peut mener. Le sifflet du train s'estompait encore au loin sur la voie quand Clara Bennett a ramassé son sac. Elle l'a fait lentement, délibérément. Car la seule chose qui lui restait, la seule chose qu'Edmund Voss ne lui avait pas prise en l'espace de 10 secondes, c'était de la façon dont elle choisissait de se tenir. En ce moment même, devant chaque personne sur ce quai, des gens qui venaient de la voir être jetés comme un bagage non réclamé. Elle a ramassé le sac. Elle a redressé sa colonne vertébrale. Elle n'a pas pleuré. Elle s'était préparée à beaucoup de choses durant ce voyage de 3 semaines vers l'Ouest. Elle s'était préparée à un homme plus rude que ce que ses lettres suggéraient. Elle s'était préparée à une vie plus dure qu'elle ne l'avait imaginée. Elle s'était même préparée, dans la partie silencieuse et honnête d'elle-même qu'elle montrait rarement, à la possibilité que ce ne soit pas facile, que l'amour devrait être construit lentement, que l'Ouest n'avait rien à voir avec Boston et qu'elle devrait devenir quelqu'un de nouveau. Elle ne s'était pas préparée à ça. Elle ne s'était pas préparée à la façon dont son visage s'était simplement vidé en la regardant. Pas de colère, pas de déception, juste le vide. Le regard que l'on porte sur une marchandise arrivée endommagée, en calculant déjà si un retour en vaut la peine. Eh bien, la voix venait de sa gauche, forte, sèche, portant trop de dentelle pour une chaleur de 90 degrés. Je suppose qu'on ne peut pas dire que nous sommes surprises. Clara tourna la tête. La femme se donnait déjà en spectacle pour la foule restante. Sa voix avait le ton particulier de quelqu'un qui considère le commentaire public comme une responsabilité civique. Elle avait l'air d'une personne qui était l'arbitre social de cette ville depuis 20 ans et qui n'avait jamais remis en question sa propre autorité à occuper ce poste. Edmund est un homme particulier, continua la femme. Très particulier. Quand un homme de sa stature fait venir une épouse de Boston, on s'attend à ce qu'un certain standard soit respecté des deux côtés de l'arrangement. Clara la regarda directement. Je ne crois pas que nous ayons été présentés. La femme cligna des yeux. Elle ne s'attendait pas à ce qu'on lui adresse la parole. Harriet Good, mon mari siège au conseil municipal. Je vois. Clara soutint son regard. Et vous êtes ici parce que j'attendais le train de l'après-midi, dit Harriet Good, une note de froideur dans la voix, comme je le fais la plupart des mardis. Alors vous avez vu ce qui s'est passé. En effet. Alors vous avez vu que je suis descendu de ce train exactement comme je me suis décrite dans chaque lettre que j'ai envoyée, que j'ai présenté une photographie prise il y a 4 mois dans cette robe, avec mes cheveux coiffés exactement comme maintenant, que je n'ai rien déformé. La voix de Clara était égale, stable. Elle était très fière de cette stabilité. Et qu'il m'a regardé et s'est éloigné sans dire un seul mot. La bouche d'Harriet Good se pinça. Eh bien, c'est peut-être votre interprétation, ma chère, mais clairement, Edmund, je ne suis pas votre chère, dit Clara. Silence. Pas un silence confortable. Le genre de silence qui tombe quand quelqu'un dit quelque chose qui frappe plus fort que prévu, et personne ne sait vraiment ce qui va suivre. Le chef de gare, un homme buriné dans un tablier de cuir qui avait tourné autour de la scène avec l'expression d'un homme souhaitant être ailleurs, s'éclaircit la gorge et s'avança. « Mademoiselle, y a-t-il quelqu'un de votre famille dans l'Est à qui je pourrais télégraphier? »« Non, dit Clara doucement. Il n'y a personne. » Et c'était le pire. Pas l'humiliation. L'humiliation, elle y avait déjà survécu. Elle savait comment la porter et continuer à marcher. Le pire, c'était le calcul. Elle avait dépensé ses dernières économies pour le billet de train. Elle n'avait pas de famille à qui télégraphier. Elle n'avait aucun plan qui existait au-delà de ce quai, de cette ville,
de cet homme qui venait de plier sa photo en deux, de la mettre dans sa poche et de s'en aller. Elle n'était pas seulement humiliée, elle était abandonnée. La pension de famille est complète, dit Harriet Good, avec la vivacité de quelqu'un qui a déjà envisagé tous les angles et les a trouvés satisfaisants. 3 équipes d'arpenteurs sont passées la semaine dernière. Toutes les chambres sont prises. Elle fit une pause et cette pause avait la qualité de quelque chose d'aiguisé. Et de toute façon, une jeune femme seule dans votre situation, elle laissa la phrase en suspens. Elle n'avait pas besoin de la finir. Tout le monde sur le quai comprenait exactement ce qu'elle entendait par situation. Clara sentit alors la colère froide arriver. Pas chaude, pas sauvage, pas le genre qui vous fait faire des bêtises. Le genre froid, celui qui s'installe au fond de votre poitrine et aiguise tout. Elle s'est mal présentée, disait maintenant Harriet Good. Sa voix prenait l'autorité d'un verdict officiellement rendu. Ces arrangements exigent une honnêteté totale des deux parties. Quand un homme de la stature d'Edmond, il a reçu une honnêteté totale. La voix de Clara trancha le bruit du quai comme une lame. Chaque lettre, la photographie datait de 4 mois. Je suis exactement qui j'ai dit que j'étais. Et j'ai toutes les lettres qu'il m'a envoyées pour le prouver, si quelqu'un dans cette ville se soucie de le vérifier. Le visage d'Harriet Good se crispa. Eh bien, il m'a regardé comme si j'étais un colis avec le mauvais contenu, dit Clara. Comme si la seule question était de savoir si la politique de retour couvrait les êtres humains. Je comprends que je suis maintenant un inconvénient. Je comprends que vous préféreriez tous que je disparaisse discrètement. Mais je ne m'excuserai pas d'être arrivé de bonne foi alors que c'est lui qui m'a invité. Le silence qui suivit était d'un autre genre, plus lourd, plus honnête. 2 femmes près de la balustrade du quai échangèrent un regard. Le chef de gare se frotta la nuque. Même Harriet Good semblait se recalibrer, sa certitude vacillant légèrement sur ses fondations. Il y aurait peut-être du travail, dit prudemment le chef de gare. À la blanchisserie ou la mercerie de Madame Pitton a parfois besoin de... Personne ne l'embauchera. Harriet Good avait récupéré. Sa voix était de nouveau vive, décisive. Pas avec ça attaché à son nom. D'ici le souper, tout le monde à Dusty Creek saura exactement comment cet après-midi s'est terminé. Un établissement respectable ne prendra pas ce risque. Et elle avait raison. Clara savait qu'elle avait raison. Dans une ville de cette taille, elle pouvait compter les bâtiments de la rue principale d'où elle se tenait. Il n'y avait pas d'existence en dehors de la structure sociale. Et elle était arrivée déjà en dehors, rejetée avant d'avoir eu la chance d'être connue. Définie par le silence d'un homme avant d'avoir prononcé un seul mot à qui que ce soit ici. Elle se tenait sur ce quai avec son sac et sa colère froide, et l'architecture démolie de tout ce qu'elle avait prévu. Et elle essayait de trouver la forme d'une prochaine étape, n'importe quelle prochaine étape. C'est alors qu'elle les vit. 2 silhouettes arrivant du côté de la rue du quai, un homme et un enfant. L'homme était grand, pas la grandeur consciente d'un homme qui se sait grand, mais la grandeur fonctionnelle de quelqu'un qui a passé des années à faire de durs travaux en extérieur, et qui le porte dans son corps sans y penser. Il se déplaçait avec une économie de mouvement que Clara apprendrait plus tard comme étant caractéristique. Rien de gaspillé, rien de théâtral, chaque mouvement allant quelque part. Il portait une chemise de travail délavée et un chapeau qui avait vu au moins 2 hivers rigoureux du Wyoming. Et il marchait avec la certitude tranquille de quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de se convaincre qu'il avait le droit d'être quelque part. L'enfant à ses côtés avait 6 ou 7 ans, avec 2 tresses brun miel et une pluie de taches de rousseur sur le nez. Et elle sautillait de cette manière particulière et irrégulière des enfants qui ont un surplus d'énergie et aucune destination précise. Elle tenait la main de l'homme et scrutait tout sur le quai avec la curiosité franche et non filtrée d'un enfant qui n'a pas encore appris que dévisager est impoli. Ils atteignirent le bord du quai juste au moment où Harriet Good s'éloignait. Son verdict rendu, sa présence n'était plus requise. L'homme s'arrêta. Il avait les yeux gris, clairs et directs. Le gris particulier du silex ou des galettes de rivière. Le genre de regard qui absorbe l'information sans la juger. Il regarda Clara. Il regarda son sac. Il regarda le quai. Il regarda la posture inconfortable du chef de gare. La foule qui se dispersait. La qualité particulière du silence qui restait. Il a tout saisi en environ 4 secondes. Et puis il a compris. Clara pouvait voir la compréhension traverser son visage. Pas de choc, pas d'indignation.
Juste le traitement silencieux et efficace d'un homme qui lit rapidement les situations et passe à ce qui est réellement nécessaire. Bonjour Thomas, dit-il au chef de gare. Sa voix était basse et calme, rendue rauque par le temps et probablement par des années à parler plus aux chevaux qu'aux gens. Cole. Le soulagement dans la voix du chef de gare était audible. Le train était à l'heure aujourd'hui. Je vois. L'homme, Cole, regarda Clara directement. Que s'est-il passé? Ce n'était pas une conversation de politesse. Ce n'était pas une demande polie. C'était une demande d'information directe. La façon dont on demande à quelqu'un ce qui est arrivé à une clôture qui a besoin d'être réparée. Clara le regarda. Elle en avait assez de remettre les choses en question pour le confort des autres. L'homme qui m'a fait venir a changé d'avis en me voyant. Monsieur Edmund Voss, il m'a regardé, a mis ma photo dans sa poche et s'est éloigné sans parler. Quelque chose se passa sur le visage de Cole. Ce n'était pas dramatique. Elle apprendrait que rien chez lui n'était dramatique, mais sa mâchoire se serra d'une manière particulière et ses yeux devinrent brièvement très froids. Le genre de froid qui n'est pas de la rage, mais qui est plus silencieux et plus dur que la rage. Vraiment, dit-il, ce n'était pas une question. Papa? La petite fille étira sur sa main et leva les yeux vers Clara avec une attention totale et sans gêne. Est-ce que la dame va pleurer, Gracie? Le nom fut prononcé doucement. Une redirection, pas un reproche. Clara réalisa avec un petit choc de surprise que ses yeux s'étaient en effet remplis. Elle ne s'était pas donné la permission pour ça. Elle cligna des yeux avec précaution et regarda l'horizon au-dessus du toit de la gare. Je devrais se trouver un endroit où aller, dit-elle, principalement à elle-même. Juste un moment. Cole se tourna vers Thomas. Y a-t-il du travail pour elle quelque part en ville? Thomas avait l'air peiné. Harriet fait déjà le tour des popotes. D'ici ce soir, je sais ce que fait Harriet. Cole se retourna vers Clara. L'évaluation dans son regard était directe, mais pas méchante. Le regard de quelqu'un qui évalue les réalités pratiques parce que c'est ce que la situation exige. Savez-vous cuisiner, tenir une maison, vous occuper d'un potager? Clara cligna des yeux. Oui, tout ça. J'ai un ranch à 6 miles au sud, du bétail, des chevaux, un jardin qui se meurt parce que je n'ai pas eu le temps de le sauver. Il fit une pause. Une fille qui a besoin de plus que ce que je sais lui donner. Il baissa les yeux sur Gracie, qui observait toujours Clara avec ce regard franc et évaluateur. Ma femme est décédée il y a 18 mois, dit-il. Il le dit comme on rapporte un fait sur la météo, avec la platitude particulière de quelque chose que l'on a dit assez de fois pour que le dire n'aide plus, mais le fait demeure. Clara le dévisagea. Elle venait de vivre les 2 pires heures de sa vie. Elle était bloquée dans une ville qui avait déjà décidé qu'elle n'avait pas sa place ici. Et cet étranger buriné et silencieux aux yeux gris silex, se tenait sur un quai en lui offrant quelque chose dont elle ne pouvait pas tout à fait saisir la forme. Ce serait du travail, continua-t-il. Chambre et pension en échange, un arrangement honnête. Rien d'autre, à moins que vous ne vouliez autre chose, ce que je ne suggère pas et ne ferai pas. Cole, le chef de gare, baissa la voix. Une jeune femme seule chez vous, les gens vont parler. Les gens parlent déjà, dit Cole. Il ne le dit pas avec colère, juste avec la certitude pragmatique de quelqu'un qui a appris à ne pas dépenser d'énergie pour des choses qui ne peuvent pas être changées. Ils continueront à parler quoi qu'il arrive. Au moins de cette façon, elle a un toit. Il attendit. Clara regarda l'enfant. Gracie l'observait avec ses yeux vifs et honnêtes. Il y avait quelque chose sur ce petit visage. Pas une supplique, pas exactement. Plutôt l'expression de quelqu'un qui a espéré pendant très longtemps et a appris à garder cet espoir très silencieux, très soigneusement contenu, pour que lorsque ça ne marche pas, la déception ne se voit pas trop. « Je travaillerai dur, » dit Clara. Sa voix sortit plus stable qu'elle ne s'y attendait. « Je ne serai pas un fardeau. »« Je vois ça, » dit Cole. Il ne le dit pas comme un compliment. Il le dit comme une simple observation. La façon dont on note qu'un cheval est solide. La charrette est en bas de la rue. On peut être de retour avant la nuit. Gracie s'avança. Elle glissa sa main dans celle de Clara, sans hésitation, sans préambule, sans vérifier d'abord avec son père. Elle le fit aussi naturellement que de respirer, comme si elle l'avait fait 100 fois auparavant. Et ce petit geste, ce geste léger et sans hésitation,
a fait craquer quelque chose dans la poitrine de Clara qu'elle avait soigneusement gardé fermée pendant 3 semaines dans un train et 2 heures sur un quai. Toute la peur, l'humiliation et le chagrin de l'après-midi trouvèrent une sortie soudaine et étroite à travers la chaleur de la main d'un enfant, et Clara le sentit partir. Elle serra la main de Gracie en retour. « D'accord, dit-elle. Allons-y. » Ils quittèrent le quai ensemble, le grand et silencieux rancher, la femme dans sa plus belle robe bleue avec son unique sac, et une petite fille avec 2 tresses brune miel sautillantes entre eux. Derrière eux, Thomas cria quelque chose à propos des convenances. Clara n'entendit pas le reste. Elle avait déjà cessé d'écouter les choses qui n'avaient rien à lui offrir. La charrette roulait vers le sud à travers une campagne ouverte pour laquelle Clara n'avait pas encore de nom. La terre était vaste et vallonnée, de la couleur du blé sec, et les montagnes au loin avaient la qualité de choses peintes sur l'horizon plutôt que de roches solides réelles. Trop énormes, trop immobiles, trop permanentes pour paraître réelles à une femme élevée dans les ruelles de Boston. Gracie a commencé à parler dès que la charrette a quitté le quai. Elle a parlé des chevaux, Buck qui était fiable, Pearl qui était douce, Copper qui était d'humeur maussade le matin mais s'adoucissait à midi. Elle a parlé des poules. Elle a parlé de son amie Lucy en ville qui avait une poupée avec de vrais cheveux, ce qui était supérieur aux cheveux peints, évidemment. Bien que Gracie aimait ses propres poupées aux cheveux peints de la même manière, parce que l'amour ne fonctionnait pas comme ça. Cole conduisait en silence. Mais Clara remarqua. Elle commençait déjà à remarquer des choses sur cet homme, qu'il écoutait chaque mot de sa fille avec une attention soignée et complète que la plupart des gens n'accordaient même pas aux conversations auxquelles il choisissait de participer. Il ne répondait simplement pas beaucoup. Il écoutait. « On avait une gouvernante avant, » annonça Gracie, grimpant pour s'installer plus confortablement dans la caisse de la charrette. « Madame Hutchkins. Elle est venue pendant 2 mois. » Gracie. La voix de Cole contenait une note discrète. « Elle a dit que papa ne parlait pas assez », rapporta Gracie, nullement dérangée par l'avertissement. « Et que le ranch était solitaire et qu'il y avait trop de travail. Elle n'était pas très douée pour les biscuits non plus. » Elle réfléchit à cela. Les biscuits de papa sont pires, mais papa, lui, il reste. Clara jeta un regard de côté à Cole. Son expression n'avait pas changé, mais quelque chose au coin de sa mâchoire se serra infinitésimalement. Et elle comprit sans qu'on le lui dise que « papa, lui, il reste » était une phrase qui signifiait bien plus dans cette famille que ces 4 mots ne pouvaient ne porter. « Êtes-vous doué pour les biscuits ?» demanda Gracie à Clara. « Ma mère m'a appris, » dit Clara. « J'en fais depuis que j'ai à peu près votre âge. » Gracie l'étudia avec la gravité de quelqu'un qui évalue une qualification importante. « Allez-vous partir comme Madame Hutchkins? » Clara sentit le poids de la question. Pas seulement ce qui était demandé, mais tout ce qui se cachait dans le dessous. Le confinement prudent de l'espoir, la vivacité des yeux. 18 mois d'un enfant regardant les gens partir. « Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, » dit Clara avec précaution. « Mais je suis ici maintenant, et je travaillerai aussi dur que je le peux aussi longtemps que je resterai. » Gracie réfléchit à cela. C'est ce que disent les adultes quand ils ne veulent pas faire de promesses. « Oui, » acquiesça Clara, « c'est parce que promettre des choses que l'on ne peut pas contrôler n'est pas juste pour la personne à qui on les promet. » Gracie y réfléchit. Puis elle hocha la tête une fois avec l'air décidé de quelqu'un qui accepte des termes de contrat raisonnables, sinon entièrement satisfaisants. « D'accord, » dit-elle, et elle recommença à raconter à Clara la relation compliquée de Copper avec les matins. Cole jeta un regard de côté à Clara. Il ne dit rien, mais il y avait quelque chose dans ce regard. Une reconnaissance fractionnée. Le regard d'un homme qui vient de voir quelque chose se confirmer, quelque chose qu'il avait discrètement soupçonné. Elle avait bien répondu. Le ranch apparut alors que le soleil commençait à baisser. Clara vit d'abord le jardin. Elle pouvait dire à 50 mètres qu'il luttait. Des rosiers étouffés par les mauvaises herbes, un sol devenu pâle et dur, des plantes flétrissant sous le poids d'un été où personne ne leur prêtait attention. Mais la structure était bonne. Quelqu'un avait aménagé ce jardin avec intelligence et soin. Quelqu'un avait su exactement ce qu'il faisait. Cole aida Gracie à descendre de la charrette, puis se tourna pour aider Clara. Ses mains sur sa taille furent brèves et impersonnelles. Purement pratiques, rien de plus.
Mais le simple fait d'être soutenue par une autre personne après la journée qu'elle venait de passer faillit anéantir 3 heures de calme soigneusement maintenu. Merci, dit-elle, pour tout. Je veux que vous compreniez ce qu'aurait été cette journée sans... Un homme qui abandonne une femme n'est pas digne de ce nom, dit Cole sèchement. Il ramassa son sac. Entrez. La maison était propre. Elle pouvait dire qu'il la gardait propre par pure nécessité déterminée. Mais elle était nue. Pas de rideau, pas de tapis. Le dénuement particulier d'un espace où la présence d'une femme a été absente trop longtemps. Juste la fonction et la forme silencieuse de tout ce qui était là avant et ne l'était plus. Sa chambre était à l'arrière du 2e étage. Petite, un lit, une commode, une fenêtre avec une vraie vitre et une porte avec un loquet. C'est parfait, dit-elle, et elle le pensait de tout son cœur. Cole posa son sac sur la commode et la regarda avec la même évaluation directe, gris silex. Vous avez eu une journée terrible, dit-il. Vous pouvez vous reposer. Je préférerais préparer le souper. Clara se tourna pour lui faire face. Je pense que j'ai plus besoin d'être utile en ce moment que de me reposer. Quelque chose traversa l'expression de Cole. Pas de la surprise, de la reconnaissance. La reconnaissance spécifique d'un homme qui comprend ce besoin, qui a peut-être vécu avec pendant 18 mois. Il hocha la tête une fois. La cuisine est à vous, dit-il. Voyons ce que vous pouvez faire avec du lard salé et des haricots secs. Elle pouvait faire beaucoup. Elle se déplaçait dans la cuisine avec l'efficacité de quelqu'un qui a nourri des maisonnées depuis l'enfance. Elle fit l'inventaire en travaillant. De la bonne fonte qui avait besoin d'un bon nettoyage, des réserves adéquates, des herbes séchées près de la fenêtre qui avaient été suspendues avec soin puis laissées intactes. Elle fit fondre la graisse du lard salé. Elle trouva des oignons sauvages et de la sauge séchée. Elle ajouta juste assez de mélasse pour enlever l'amertume des haricots et fit les biscuits de mémoire, ses mains trouvant les proportions que sa mère lui avait apprises avant que la fièvre n'emporte tout. Gracie s'assit sur un tabouret à la table de la cuisine et parla pendant tout ce temps. Elle demanda si Clara connaissait des chansons. Elle demanda si Clara savait mieux tresser les cheveux que papa. Papa essaie, dit Gracie en regardant Clara étaler la pâte à biscuits. Mais ses doigts sont trop gros. Les stress se défont toujours avant midi. Je pourrais te tresser les cheveux le matin, proposa Clara. Le visage de Gracie se transforma. Une joie complète, simple, le genre que seuls les enfants peuvent produire parce qu'ils n'ont pas encore appris à la modérer pour le confort des adultes qui regardent. Vraiment, vraiment, le souper était prêt alors que la dernière lumière quittait le ciel. Cole entra de la grange, se lava les mains à la pompe et s'assit. Il prit la première bouchée des haricots et resta complètement immobile. Il regarda Clara. Il regarda son assiette. Il regarda de nouveau Clara, avec une expression qu'elle apprendrait plus tard comme étant la gratitude spécifique d'un homme qui a tranquillement et sincèrement oublié que la nourriture pouvait avoir un autre goût que celui de la nécessité. « C'est bon, dit-il, ce ne sont que des haricots. C'est la meilleure chose que j'ai mangée en 2 ans. » Il prit une autre bouchée. « Tout ce que je fais a le goût de la fumée. »« Papa donne à tout le goût de la fumée, » confirma Gracie, très serviablement. « Même les œufs, pas du tout. Si, papa, c'est un don. Certaines personnes sont douées pour certaines choses. » Clara rit. Cela venait d'un endroit qu'elle n'avait pas visité depuis des semaines. Génuin, chaleureux, complètement imprévu. Cole la regarda par-dessus la tête de sa fille, et ce qu'il y avait dans son expression était quelque chose d'hésitant, de prudent. Comme une porte qui a été fermée pendant longtemps, tenue juste légèrement ouverte pour voir comment l'air circule. Après le souper, Cole se leva. « Vous avez cuisiné, nous nettoyons. C'est comme ça que ça marchait ici. » Clara s'assit et regarda ce grand homme silencieux et sa petite fille bavarde travailler ensemble au lavabo, avec la compétence facile d'une routine établie de longue date. La domesticité de la scène, l'ordinaire, la simplicité absolue et sans complication d'une famille faisant la vaisselle. Sa gorge se serra de larmes qu'elle ne comprenait pas entièrement. Quand Gracie fut envoyée à l'étage, Cole revint à la cuisine et s'assit en face de Clara. Ils parlèrent de la manière prudente et exploratoire de 2 personnes trouvant les limites de ce qu'il est sûr de dire. « Pourquoi m'avez-vous aidé?
demanda Clara. Elle avait besoin de le comprendre, pas comme une question de courtoisie. Elle avait vraiment besoin de savoir. Vous ne me connaissiez pas. Vous n'aviez rien à y gagner. Cole resta silencieux un moment. Il tourna sa tasse de café dans ses mains. Ma femme, dit-il finalement. Rose, elle est venue dans l'Ouest de la même manière. Un arrangement par correspondance. Son fiancé était mort de la fièvre avant son arrivée. Elle est descendue du train à Laramie avec rien d'autre qu'une malle et nulle part où aller. Il s'arrêta. Sa gorge bougea. Si un étranger ne l'avait pas recueilli cette nuit-là, ne lui avait pas trouvé un endroit sûr où rester, ne l'avait pas aidé à trouver sa prochaine étape, elle aurait été abandonnée de la pire des manières. Seule dans une ville qui ne la connaissait pas, qui ne lui devait rien. Il regarda son café. Quand je vous ai vu sur ce quai aujourd'hui, dit-il, je l'ai vue, elle. J'ai vu ce qui aurait pu lui arriver si personne n'avait bougé. La cuisine était très silencieuse. Elle semble être quelqu'un qui valait la peine d'être connu, dit Clara doucement. Elle était la meilleure chose de ma vie, dit Cole. Sauf Gracie. Sa voix était égale, mais l'effort pour la maintenir égale était visible pour quiconque y prêtait une attention particulière. Reposez-vous. Le matin arrive tôt ici. Clara monta dans sa chambre, s'assit sur le bord du lit étroit et regarda les étoiles qui brillaient par la fenêtre. Plus d'étoiles qu'elle n'en avait jamais vues dans l'Est. Un nombre impossible. Le genre de ciel qui vous fait comprendre pourquoi les gens d'ici parlent de Dieu différemment des gens des villes. Elle pensa à Edmund Voss et à la photo pliée en deux. Elle pensa au quai et à Harriet Good et à la dévastation particulière d'être jugée insuffisante en public. Et puis elle pensa à la main d'une petite fille se glissant dans la sienne sans un moment d'hésitation. Elle s'allongea sous sa fenêtre. Elle pouvait entendre des pas discrets. Cole vérifiant les serrures, entretenant le feu. La routine nocturne stable d'un homme qui continue de faire les choses nécessaires, peu importe ce qu'il ressent. Ou elle pouvait l'entendre se déplacer dans la maison qu'il gardait propre par détermination et entretenait par pure obstination. La maison qui avait été à moitié vide pendant 18 mois. Elle écouta ses pas jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus les entendre. Et puis, pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir, Clara Bennett ferma les yeux et dormit. Deuxième partie, des racines en terre aride. Elle était debout avant l'aube. Pas parce que Cole le lui avait demandé, ni parce que quelqu'un s'y attendait, mais parce que Clara Bennett avait appris il y a longtemps que le moyen le plus rapide de se rendre indispensable était d'être là avant que quiconque ne remarque votre absence. Et le moyen le plus rapide de devenir indésirable était d'attendre qu'on vous dise quoi faire. La cuisine était froide et sombre. Elle trouva les allumettes sans difficulté et alluma le feu avant que la première lueur grise n'apparaisse à la fenêtre. Elle avait mis le café à chauffer et les biscuits dans la cocotte en fonte au moment où elle entendit le craquement des bottes dans les escaliers. Cole s'arrêta sur le seuil de la cuisine. Il regarda le feu. Il regarda le café. Il la regarda, debout près du poêle dans sa deuxième meilleure robe, de la farine sur les mains. Et quelque chose sur son visage fit une chose pour laquelle elle n'avait pas encore de nom. Un changement fractionné, comme un homme qui s'est préparé à une pièce vide et la trouve occupée. Il ne dit pas bonjour. Il prit la tasse de café qu'elle avait préparée, botte et dit « Les biscuits sont prêts? » « Dans 2 minutes. » « Bien. » Il mit son chapeau. « Je reviens de la grange dans 20 minutes. » C'est tout. Il sortit. La porte ne claqua pas. Elle se ferma comme un homme prudent ferme les choses, avec attention. Clara resta près du poêle et sentit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à ressentir si tôt. La satisfaction discrète et spécifique d'être exactement là où le travail devait être fait. Gracie descendit à toute vitesse environ 8 minutes plus tard. Les cheveux défaits par le sommeil, les 2 tresses complètement détruites, portant d'une botte et tenant l'autre. Elle dérapa dans la cuisine, vit les biscuits, vit Clara et dit « Vous êtes toujours là. »« Je suis toujours là, » dit Clara. Gracie s'assit lourdement sur la chaise la plus proche et commença à s'occuper de sa deuxième botte. « Madame Hutchkins était partie le 3e matin, » dit-elle d'un ton neutre. « Papa n'a rien dit à ce sujet, mais je pouvais voir qu'il n'était pas surpris. » Clara posa un biscuit devant elle. « Qu'as-tu ressenti quand elle est partie? » Gracie leva les yeux. La question la surprit clairement. Les adultes ne lui demandaient généralement pas ce qu'elle ressentait. Ils lui disaient ce qu'elle devait ressentir. Elle y réfléchit sérieusement. « C'est comme quand on sait qu'une barrière va tomber.
dit-elle finalement. Et puis elle tombe. On n'est pas surpris, mais ça fait quand même mal. Clara s'assied en face d'elle. C'est une description très précise de la déception. C'est ça que c'est? C'est exactement ça. Grace y réfléchit à cela en marchant. Clara, peux-tu me faire mes tresses avant que papa ne revienne? Il essaie, mais on dirait toujours qu'un cheval s'en est mêlé. Clara rit avant de pouvoir s'en empêcher. Et Grace ici sourit, un large sourire édenté, absolument ravi d'avoir provoqué cette réaction. Et c'est ainsi que Cole les trouva quand il revint de la grange. Sa fille assise droite comme un soldat, tandis que Clara travaillait ses cheveux avec des mains expertes. Toutes les deux parlant, la cuisine chaude, les biscuits chauds, le café toujours en train de couler. Il resta sur le seuil pendant 3 bonnes secondes avant de s'asseoir. Il mangea 2 biscuits sans parler. Puis il dit, « C'est la première fois que ces tresses tiennent après le lever du soleil. » J'ai fait un deuxième tour à gauche, dit Clara. Les cheveux sont plus fins de ce côté. Cole regarda les tresses de sa fille. Puis il regarda Clara. Vous avez compris ça en une matinée? J'étais attentive. Il prit son café. Il ne dit rien d'autre, mais Gracie croisa le regard de Clara par-dessus la table et fit un petit signe de tête satisfait. La façon dont quelqu'un hoche la tête quand un plan se déroule exactement comme espéré. Les jours s'installèrent dans un rythme plus rapide que Clara ne l'avait prévu. Elle se levait tôt, cuisinait, nettoyait, travaillait au jardin dans les longues et chaudes matinées. Gracie apparaissait immanquablement à ses côtés dès son réveil jusqu'au moment où on la mettait au lit. Un commentaire continu sur tout. Les chevaux, les poules, l'état des tomates, la question philosophique de savoir si le chat qui apparaissait parfois près de la grange comptait comme leur chat ou juste un chat qui avait pris certaines décisions territoriales. Le jardin était le projet particulier de Clara. C'était d'abord le jardin de Rose. Clara le comprit sans qu'on le lui dise. L'agencement était trop délibéré, trop intelligent. Les rosiers placés avec la connaissance de quelqu'un qui avait mûrement réfléchi au drainage, au soleil et aux exigences particulières d'un été du Wyoming. Sous les mauvaises herbes et la terre craquelée, le potentiel était toujours là. Vivant, à peine, attendant. Clara arrosait, désherbait et travaillait le sol chaque matin avec Gracie à ses côtés. Et après la première semaine, elle commença à voir le changement. Les plantes se redressant légèrement, le sol s'assombrissant là où elle l'avait amendé, la première suggestion de quelque chose qui se remettait. « Maman les a plantées, dit Gracie un matin, en montrant une rangée de plantes de tomates que Clara avait soigneusement soignées. Elle le dit simplement, sans drame. La façon dont les enfants énoncent des faits avec lesquels ils ont fait la paix et des faits avec lesquels ils n'ont pas fait la paix, exactement sur le même ton. « Je sais, dit Clara. Est-ce que ça te dérange que je travaille dans son jardin? » Clara s'assit sur ses talons et regarda cet enfant de 7 ans, accroupi dans la terre, les mains et le visage déjà sales, posant une question que la plupart des adultes auraient été trop mal à l'aise pour poser directement. « Non, dit Clara honnêtement. J'ai l'impression de finir quelque chose qu'elle a commencé, de prendre soin de ce qui lui tenait à cœur. » Gracie resta silencieuse un moment, puis prudemment, « Tu penses qu'elle peut voir le jardin depuis le ciel? » Je pense que les gens qui aiment quelque chose s'en soucient longtemps après leur départ, dit Clara. Et je pense qu'elle serait contente que quelqu'un y prête attention. Gracie prit une poignée de terre et la laissa couler entre ses doigts. Papa lui parle parfois, dit-elle, quand il pense que je dors. Il ne sait pas que je peux l'entendre à travers le plancher. Les mains de Clara s'immobilisèrent sur le désherbage. Que dit-il? Demanda-t-elle avant de pouvoir décider si la question était appropriée. Gracie la regarda avec ses yeux vifs et sérieux. Il dit qu'il fait de son mieux. Il dit qu'il est désolé de ne pas pouvoir me donner tout ce qu'elle m'aurait donné. Il dit qu'il a peur de mal faire. Elle regarda la terre tomber de ses doigts. Je pense qu'il fait bien. Il ne le sait juste pas. Clara s'assit dans la terre et sentit quelque chose se reconfigurer dans sa poitrine. Une certaine compréhension de Cole Harlow qu'elle avait construite pièce par pièce et qui venait de s'agrandir considérablement. Elle pensa à un homme qui avait vu une femme abandonnée sur un quai et avait agi sans hésitation. Elle pensa à la pâte à biscuits avec des doigts trop gros. Elle pensa à 20 minutes dans une grange chaque soir, seule, à parler à quelqu'un qui ne pouvait pas répondre. Elle arracha une mauvaise herbe puis une autre.
Gracie, dit-elle avec précaution, est-ce que ton père t'a déjà parlé de la possibilité qu'il trouve quelqu'un un jour? La réponse de Gracie vint sans hésitation. Il dit qu'il n'a pas le temps d'y penser. Elle fit une pause. Madame Good n'arrête pas de lui dire qu'il devrait y penser. Elle a une nièce à Denver. Je vois. Papa n'aime pas la nièce de Madame Good. L'a-t-il rencontrée? Non. Gracie sourit, édentée. Mais il n'aime pas non plus Madame Good. Clara se mordit l'intérieur de la joue pour garder une expression neutre. C'est au souper de ce jeudi-là que les choses changèrent pour la première fois, d'une manière qu'aucun d'eux ne reconnut directement. Clara avait préparé un ragoût avec ce que le jardin commençait à produire. La première preuve réelle que son travail là-bas portait ses fruits. Elle le posa sur la table et regarda Cole s'immobiliser de la même manière qu'il l'avait fait avec les haricots le premier soir. La même qualité suspendue, comme un homme qui a cessé de croire en quelque chose et qui est soudainement confronté à la preuve qu'il avait tort. Les tomates, dit-il, du jardin. Il la regarda fixement. Ses plants étaient à moitié morts il y a 3 semaines. Ils n'étaient pas morts, ils étaient négligés. Il y a une différence. Quelque chose bougea sur son visage. Il prit sa cuillère. J'avais renoncé à eux. Je sais, dit Clara. Je pouvais le voir. Il resta silencieux un moment, puis, sans lever les yeux de son bol. Rose aurait dit la même chose sur la différence entre mort et négligé. La cuisine devint très silencieuse. C'était le plus qu'il ait dit sur Rose volontairement, sans qu'on le lui demande, sans qu'on le pousse. Et Clara comprit que ce n'était pas une petite chose pour cet homme. Elle ne s'y accrocha pas, ne poussa pas dans l'ouverture. Elle laissa simplement la chose être là. Elle savait ce qu'elle faisait, dit simplement Clara. Dans ce jardin, n'importe qui peut le voir dans la façon dont il est agencé. Elle savait ce qu'elle faisait dans la plupart des choses. Sa voix était égale, prudente. C'était elle qui comprenait les gens. Je comprends le bétail et les chevaux, et quand une clôture a besoin d'être réparée. Elle comprenait les gens. Il fit une pause. Gracie a hérité de ça d'elle. Gracie a hérité de plus de vous que vous ne le pensez, dit Clara. Il la regarda alors directement. Le poids total de ses yeux gris. Elle est têtue et elle n'abandonne pas, dit Clara. Puis Cole prit sa tasse de café et ne dit rien. Et ce rien était le rien spécifique d'un homme qui vient de recevoir quelque chose dont il ne savait pas qu'il avait besoin et qui n'a pas de mots pour y répondre. Ce soir-là, après que Gracie fut au lit, Clara était assise à la table de la cuisine, travaillant sur une couture déchirée d'une des robes de l'enfant, quand Cole redescendit. Il allait généralement se coucher après que Gracie soit installée. Pas ce soir. Il s'assit en face d'elle et dit sans préambule, « Edmund Voss a eu 2 arrangements avant le vôtre. » Les mains de Clara ralentirent sur la couture, mais ne s'arrêtèrent pas. La première femme est venue et a découvert que la mercerie n'est pas à lui. Il la gère pour son oncle. Elle est partie le lendemain matin. Cole tourna sa tasse de café dans ses mains. La deuxième est restée 3 mois. Qu'est-il arrivé à elle? Elle a décidé qu'elle serait mieux ailleurs. Elle avait raison. Il regarda Clara directement. Il écrit de bonnes lettres. Certains hommes sont meilleurs sur le papier comme personne. Clara posa la robe. Elle avait attendu sans savoir qu'elle attendait la permission de dire cela à voix haute. Il m'a fait sentir que l'humiliation était la conséquence que je méritais. Pour avoir été assez sotte pour espérer, pour avoir pensé que je valais l'arrangement. L'humiliation était la conséquence de sa lâcheté, dit Cole sèchement. Un homme qui ne peut pas affronter une personne directement quand il change d'avis et la laisse debout en public est un petit homme avec un cœur encore plus petit. Ce qu'il a fait n'avait rien à voir avec vous, tout à voir avec lui. Clara fixa la table. Vous vous êtes tenu droite, continua Cole. Sans argent, nulle part où aller, tout le monde regardant, et vous ne vous êtes pas effondré. Vous avez regardé cette brave femme en face et vous avez dit la vérité. Et puis vous êtes monté dans la charrette. Il fit une pause. Une photo ne montre pas le caractère. Ce qu'est a montré le vôtre. Les larmes vinrent alors, tranquillement, sans drame. Elles glissèrent sur son visage et elle n'essaya pas de les arrêter, parce que c'étaient des larmes d'un autre genre que celles qu'elle avait combattues tout l'après-midi de ce premier jour. Celles-là avaient été des larmes d'humiliation. Celles-ci étaient des larmes de quelque chose qui se relâchait, de quelque chose qui était vu, et en étant vu,
perdait d'un peu de son poison. Elle s'essuya le visage avec le dos de sa main et regarda la fenêtre. « Merci, dit-elle. » Cole prit son café. Il ne quitta pas la cuisine avant une autre heure, et ils s'assirent à la lueur de la lampe sans avoir besoin de la remplir. Et Clara apprit quelque chose d'important sur le silence avec cet homme. Ce n'était pas une absence. C'était une présence d'un autre genre. Solide et fiable. Comme du bon bois est solide. Comme une clôture bien construite tient son bruit. La semaine suivante, Cole revint d'une course en ville et posa un paquet emballé dans du papier sur la table de la cuisine sans explication. Il était déjà en train de délacer ses bottes au moment où Clara l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un rouleau de calicot bleu. Pas cher, mais la couleur était juste. Le genre de bleu qu'elle avait mentionné en passant, presque pour elle-même, en mesurant la fenêtre de Gracie un matin et en disant que la lumière ici avait besoin de quelque chose. Il était en ville pour du fourrage. Il l'avait entendu il y a 3 jours dire une phrase sur des rideaux qu'elle ne lui avait même pas adressée. Clara se tenait dans la cuisine, tenant le tissu, et sentit le poids spécifique d'être écoutée. Pas une attention théâtrale, pas l'attention soignée d'un homme essayant d'impressionner, mais l'attention silencieuse et habituelle de quelqu'un qui remarque simplement ce dont les gens autour de lui ont besoin et agit en conséquence sans l'annoncer. Elle pensa aux lettres d'Edmund Voss. Tout ce langage soigné et articulé sur le partenariat et la construction d'une vie. Tout ce papier, tous ces mots. Et puis elle regarda le rouleau de calicot bleu qu'un homme qui parlait à peine avait posé sur sa table, parce qu'il avait écouté quand il pensait qu'elle ne lui parlait pas. « Cole, dit-elle. » Il leva les yeux de ses bottes. « Merci. » Il regarda le tissu, puis elle. « Je pensais que la cuisine en avait besoin, dit-il, et il monta à l'étage. Gracie apparut du coin où elle avait absolument écouté aux portes et dit d'un ton de satisfaction immense, « Il a fait 3 magasins pour trouver cette couleur. »« Comment le sais-tu? »« Monsieur Marlowe me l'a dit quand papa n'écoutait pas. » Elle pencha la tête, étudiant le visage de Clara. « Tes yeux font encore cette chose. »« Quelle chose? »« La chose qui se remplit. Mais la bonne sorte, pas la triste sorte du quai. » Gracie sauta vers les escaliers. « Je préfère la bonne sorte. » Clara commença les rideaux ce soir-là. Elle y travaillait encore quand elle l'entendit. Le son qu'elle entendait chaque nuit depuis la première. Les pas sous sa chambre. Le rituel bref et silencieux d'un homme vérifiant les serrures et entretenant le feu. Mais ce soir, il y avait autre chose. Une pause près des escaliers, plus longue que d'habitude. Puis sa voix basse, pas destinée à elle, à peine au-dessus d'un murmure. « Rose. » Un silence, elle se débrouille bien ici. Gracie. Elle rit à nouveau. Elle rit vraiment. Un autre silence. « Je pense que tu l'aurais aimé. » Clara posa son aiguille. Elle resta très immobile à la lueur de la lampe et écouta le silence qui suivit. Et elle sentit le poids exact et spécifique d'être à l'intérieur d'un moment qui ne lui était pas destiné et qu'elle porterait très soigneusement malgré tout, parce que c'était vrai et réel et important et qu'elle ne le laisserait pas devenir plus petit qu'il ne l'était. Elle resta assise longtemps, puis elle reprit son aiguille et continua à travailler sur les rideaux. Parce que le travail était réel, et elle aussi, et cet endroit qu'elle commençait lentement, et sans aucune fanfare à considérer comme sa maison. Elle accrocha les rideaux le lendemain matin avant le petit déjeuner. Cole entra dans la cuisine et s'arrêta. Il regarda les fenêtres. Il regarda comment la lumière du matin passait à travers le tissu bleu et changeait la qualité de toute la pièce. Plus chaude, habitée, moins comme un espace subi et plus comme un endroit où quelqu'un avait l'intention de vivre. Il ne dit rien. Il s'assit à la table, mais Gracie, qui s'était autoproclamée narratrice officielle de tous les événements importants de la maisonnée, dit triomphalement, « Papa, des rideaux! Je les vois. Tu les aimes? » Il regarda Clara par-dessus le bord de sa tasse de café. « Oui, dit-il doucement, je les aime. » Et ce seul mot silencieux se posa quelque part dans la poitrine de Clara et y resta. 3 semaines après son arrivée au ranch, elle enseignait les lettres à Gracie à la table de la cuisine quand elle leva les yeux et trouva Cole sur le seuil. Il était entré sans s'annoncer et il se tenait là, les regardant. Regardant le petit visage de Gracie, féroce de concentration, la langue prise entre ses dents, travaillant sur une phrase, un mot à la fois. Avec la voix de Clara, stable à ses côtés,
patiente et sans hâte. Il resta là longtemps. Clara le remarqua, mais ne s'arrêta pas. Elle continua à pointer chaque mot. Elle garda sa voix égale. Elle laissa Gracie travailler à son propre rythme, qui était rapide quand elle était intéressée et agitée quand elle ne l'était pas. Et l'astuce que Clara avait trouvée la première semaine était de la garder intéressée. Quand Cole dit finalement qu'il était temps pour les corvées de Gracie, sa voix était plus rauque que d'habitude. Plus tard, Gracie au lit, il s'assit en face de Clara et dit sans la regarder. Elle avait une femme qui lui enseignait en ville. Il s'éclaircit la gorge. Elle a démissionné. Elle a dit que Gracie était trop agitée, qu'elle ne pouvait pas se concentrer. Il fit une pause. Je pensais peut-être qu'elle avait raison. Elle n'avait pas raison, dit Clara. Gracie a besoin de bouger pendant qu'elle pense. Ce n'est pas un problème, c'est juste sa façon d'apprendre. Son esprit est rapide et son corps a besoin de suivre. Cole était silencieux. Vous avez compris ça en 3 semaines, dit-il. J'étais attentive. Son enseignante ne l'était pas. Non, elle ne l'était pas. Silence. Puis Cole se leva, alla au petit bureau de la grange et revint avec quelque chose sous le bras. Un ensemble de vieux manuels d'arithmétique au dos usé. Un livre d'histoire naturelle avec des planches illustrées. Il les posa sur la table de la cuisine sans cérémonie et retourna à sa chaise. Clara regarda les livres. Elle le regarda. Il étudiait sa tasse de café avec une concentration intense. « Merci, dit-elle. Je pensais qu'elle pourrait les utiliser, dit-il. Et la rudesse de son ton était si transparente, si entièrement incapable de dissimuler ce qu'elle était, que Clara sentit une chaleur traverser sa poitrine. Une chaleur qu'elle reconnut enfin et rangea soigneusement parce qu'il n'était pas encore temps pour elle. Et elle le savait. Et elle était une femme patiente qui comprenait que les meilleures choses grandissent à leur propre rythme et ne peuvent être précipitées sans se briser. Elle ouvrit le premier manuel et à la lueur de la lampe d'une soirée du Wyoming, avec le ranch s'installant dans ses bruits nocturnes autour d'eux, Clara Bennett s'assit en face de Cole Harlow et planifia comment enseigner l'arithmétique à sa fille. Et le silence entre eux était du genre qui construit quelque chose. Troisième partie. La nuit qui les a forgés. La chaleur qui est arrivée fin août était d'une autre nature que celle de juillet. Juillet avait été implacable mais prévisible. Le genre de chaleur que l'on apprend à contourner, à organiser son travail en fonction, à respecter comme on respecte un voisin difficile. La chaleur qui arriva ce mardi matin de fin août avait une qualité entièrement différente. Elle avait une intention. Elle pesait de toutes les directions à la fois. Et au moment où Clara préparait le café du matin, elle transpirait déjà dans la cuisine avant l'aube et le soleil n'était même pas encore levé. Cole entra après sa tournée matinale de la grange, la mâchoire serrée de la manière particulière qui signifiait qu'il avait déjà fait le calcul de la journée et n'aimait pas le résultat. « Ce sera la pire de l'été, dit-il, prenant le café qu'elle lui tendait sans s'asseoir. Je dois être dehors la plupart de la journée. Le bétail aura besoin de plus d'eau, de plus de surveillance. Une chaleur comme celle-ci abat les animaux rapidement. » Il but debout, comme il le faisait toujours quand le travail le tirait déjà. « Garde Gracie à l'intérieur autant que tu peux. Une chaleur aussi forte est dangereuse pour les enfants. Et pour les hommes qui y travaillent toute la journée, dit Clara. » Il lui lança un regard qui reconnaissait le sentiment et rejetait la prudence dans le même mouvement, vida sa tasse et partit. La porte se referma derrière lui avec son clic prudent habituel. Et Clara se tint à la fenêtre et le regarda traverser la cour vers la grange. Et elle sentit pour la première fois depuis son arrivée à ce ranch le poids spécifique de l'inquiétude qui n'appartient qu'aux personnes qui ont commencé à se soucier de celle qu'elle regarde. Elle la repoussa et se retourna vers le poêle. En milieu de matinée, la maison était un four. Malgré toutes les fenêtres ouvertes, Clara accomplissait son travail lentement, conservant son énergie comme on conserve l'eau en période de sécheresse, sans s'arrêter, juste en étant délibérée. Elle occupa Gracie avec des leçons, de petits projets, et le maintien soigneux d'un intérêt suffisant pour empêcher une fillette de 7 ans de déclarer la chaleur comme une injustice personnelle. Gracie était plus silencieuse que d'habitude. Pas un silence de maladie, juste un silence de chaleur. La langueur particulière d'un enfant dont le corps a été ralenti de quelques degrés par la température. Elle était allongée sur le sol de la cuisine avec son ardoise, trop chaude pour soutenir son énergie habituelle et implacable.
travaillant sur son arithmétique avec la lente détermination de quelqu'un qui le fait par principe plutôt que par enthousiasme. 7 plus 8, dit Clara depuis le poêle. 15, dit Gracie sans lever les yeux. Puis, Clara, tu penses que les poules ont chaud? Les poules vont bien, elles ont de l'ombre. Copper était très immobile ce matin. Les chevaux restent immobiles quand il fait chaud, ça économise de l'énergie. Est-ce que les gens restent immobiles quand il fait chaud? Les gens intelligents, oui. Gracie réfléchit à cela. Papa ne reste jamais immobile. Non, acquiesça Clara. Il ne le fait pas. Cole apparut brièvement à midi. Sa chemise était trempée, son visage si rouge que Clara sentit une pointe d'alarme réelle en le voyant. Le genre de rouge qui n'est pas le soleil, mais le corps qui travaille trop dur dans une chaleur pour laquelle il n'a pas été conçu. Il but 3 longues louches d'eau sans s'arrêter, s'en jeta une 4e sur la tête et dit « 2 bêtes sont tombées d'épuisement à cause de la chaleur. Je dois y retourner. » Il se dirigeait déjà vers la porte. « Cole. » Clara se mit sur son chemin. « Tu dois manger quelque chose. » « Pas le temps. 5 minutes. » Il la regarda. Elle le regarda en retour. Elle tendit l'assiette et ne bougea pas. Quelque chose sur son visage changea. La résistance cédant non pas à un accord, exactement, mais à la sorte particulière de reddition d'un homme qui reconnaît que la personne en face de lui ne cédera pas et qui a, quelque part sous l'obstination, le bon sens de comprendre qu'elle a raison. Il prit l'assiette. Il mangea debout à la porte. Il la lui rendit, dit « Merci » et partit. Clara le regarda partir. Elle resta à la fenêtre jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la chaleur et la distance. Et l'inquiétude qu'elle avait repoussée ce matin remonta, s'installa dans sa poitrine et refusa de bouger. Elle se retourna vers la cuisine. Gracie l'observait depuis le sol avec ses yeux vifs. « Il fait toujours ça, » dit Gracie. « Il oublie de manger quand il s'inquiète pour les animaux. »« Je sais. Maman se tenait sur le seuil de la même manière que tu viens de le faire. » Gracie le dit simplement, sans calcul, rapportant juste un fait qu'elle avait observé et trouvé significatif. Puis elle retourna à son ardoise. Clara resta très immobile un moment. Puis elle retourna au travail. Vers 3 heures de l'après-midi, Gracie dit qu'elle avait mal à la tête. Clara la rejoignit immédiatement et posa une main sur son front. Chaud, mais la maison était un four, et l'enfant y était resté toute la journée, donc la chaleur n'était pas en soi alarmante. Elle fit boire à Gracie 2 tasses pleines d'eau, la déplaça à l'étage, où il y avait un peu plus d'air, l'installa sur le lit avec des instructions strictes de se reposer. « Je ne veux pas me reposer, » dit Gracie, mais l'argument n'avait aucune énergie. Juste pour un petit moment, Clara s'assit à côté d'elle et lissa les cheveux humides de son front comme sa propre mère l'avait fait quand elle était petite. Le geste était si automatique qu'elle n'y pensa pas avant de le faire. « Je suis juste en bas. Appelle-le-moi si quelque chose te semble différent. » Gracie s'endormit en 20 minutes. Clara redescendit et essaya de travailler, mais constata que son attention était constamment attirée vers le plafond, vers le son de la respiration de l'enfant à l'étage. Il y avait un petit endroit froid au fond de son esprit qu'elle essayait de réchauffer avec la raison. C'est la chaleur. Elle est fatiguée. Les enfants ont des pics de température à cause de l'épuisement dû à la chaleur tout le temps. Ça ne veut rien dire. L'endroit froid ne se réchauffa pas. 1 heure plus tard, Gracie se réveilla en pleurant. Clara monta les escaliers avant le 2e sanglot, se déplaçant comme le corps se déplace quand quelque chose a contourné le cerveau rationnel pour aller directement à l'instinct. Elle était dans la chambre et sa main était sur le front de Gracie avant d'avoir eu le temps de formuler une pensée consciente. Et puis elle resta complètement immobile. Pas chaud, pas une rougeur de chaleur. Brûlant. La fièvre était indubitable et elle n'était pas graduelle. Elle était arrivée comme une tempête arrive après une longue immobilité chaude. Comme si elle s'était accumulée sous la surface tout l'après-midi, attendant exactement ce moment pour s'annoncer. « Ma tête !» gémit Gracie. « Et mon estomac, il est bizarre. Où est-ce papa? » « Il arrive bientôt. » Clara garda sa voix absolument égale. La voix qu'elle avait appris à utiliser quand quelque chose de sérieux exigeait son calme, peu importe ce qu'elle ressentait réellement en dessous. « Je suis là. Tout va bien. » Elle déshabilla Gracie pour lui mettre une chemise de nuit légère, déjà humide de sueur. Elle apporta une bassine de l'eau la plus froide qu'elle put tirer de la pompe et commença à travailler méthodiquement. Des linges frais sur le front, le cou,
l'intérieur des poignets, l'arrière des genoux. Elle travailla sans s'arrêter et sans se presser, car la panique et l'efficacité ne peuvent pas occuper le même corps en même temps, et elle avait choisi l'efficacité. Mais elle avait déjà vu la fièvre. Elle avait soigné son père pendant 2 épisodes graves dans les années précédant la maladie qui l'emporta finalement. Elle connaissait les étapes et elle savait ce que les signes signifiaient. Et ce qu'elle voyait sur le visage de Gracie en ce moment n'était pas la fièvre ordinaire d'un enfant qui avait passé trop de temps dans la chaleur. Cette fièvre montait, elle ne se stabilisait pas. Elle montait, elle continua à travailler, elle fit boire de l'eau entre les lèvres sèches de l'enfant. Elle parlait d'une voix stable et calme de choses sans importance. Le jardin, les poules, ou ce qu'il ferait pour le souper quand papa rentrerait. Elle parlait pour donner à Gracie quelque chose à quoi s'accrocher et pour s'empêcher de penser trop loin. Cole rentra au coucher du soleil. Clara le rejoignit au pied des escaliers. Elle avait décidé en descendant qu'elle n'adoucirait pas les choses. Aucune version des 10 prochaines secondes ne serait améliorée par un adoucissement. Gracie a de la fièvre, dit-elle, elle en regardant son visage. C'est arrivé vite cet après-midi et ça n'a cessé de monter depuis 3 heures. J'ai essayé de la faire baisser, mais elle n'est pas tombée. Tu dois venir la voir. Elle vit la couleur quitter son visage. Du rouge soleil opale. 5 secondes. Il était en haut des escaliers avant qu'elle ait fini sa phrase. Il s'agenouilla à côté du lit de sa fille et posa sa main sur son visage, et Clara vit sa main trembler. Cet homme qui travaillait le bétail dans une chaleur brutale sans broncher, dont les mains elle n'avait jamais vues autrement que sûres, tremblant maintenant contre la joue brûlante de sa fille. À combien? Sa voix était devenue rauque, assez haute pour que je ne te dise pas de ne pas t'inquiéter. Je dois aller chercher le médecin. Il était déjà debout. Morrison à Laramie, 20 miles. Je peux. Combien de temps pour l'aller-retour? 6 heures s'il est là. 7 ou plus s'il est en visite. Cole. Clara se plaça devant lui et y resta. Regarde-la. Il regarda. Gracie était agitée contre l'oreiller. Son petit visage rouge et brillant, sa respiration trop rapide, son corps dégageant une chaleur que Clara pouvait sentir à 1 mètre de distance. Ses yeux étaient ouverts mais pas entièrement focalisés. Le début de la qualité particulière et floue que Clara avait vue dans les yeux de son père pendant ses pires nuits. Le regard d'une personne dont le corps consomme toutes les ressources disponibles pour le combat et n'a que très peu de reste pour autre chose. Elle n'a pas 7 heures pour que nous attendions seuls. Clara prononça les mots, et cela lui coûta de les dire, mais elle les dit quand même parce qu'il avait plus besoin de la vérité que de réconfort. Nous la combattons ici ce soir, tous les deux ensemble. Nous continuons à la refroidir. Nous continuons à lui donner des liquides. Nous n'arrêtons pas. Nous ne dormons pas. Et nous la veillons toute la nuit. Si elle ne va pas mieux à la première lueur, tu partiras à ce moment-là. Tu ne peux pas savoir qu'elle ne... Je ne peux rien savoir avec certitude, mais je sais qu'elle a besoin de nous deux dans cette pièce en ce moment, et pas de l'un de nous sur un cheval pendant 7 heures dans le noir. Clara soutint son regard. Dis-moi que j'ai tort. Il se tenait à la lueur de la lampe avec ses mains tremblantes et son visage pâle, et le regard d'un homme au bord de quelque chose qu'il avait déjà vécu une fois. Et il dit la chose qu'il dit, non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était la seule chose qui restait. Dis-moi quoi faire. 4 mots, simples et absolus. Et Clara sentit tout leur poids, non pas comme une victoire, non pas comme une autorité, mais comme la confiance la plus profonde qu'un autre être humain lui ait jamais accordée. De l'eau froide du puits, constamment, dit-elle. Je gère les linges et sa température. Tu t'occupes de l'eau et tu m'aides à la maintenir immobile quand elle en a besoin. Nous nous relayons pour la veiller. Aucun de nous ne dort. Il hocha la tête une fois. Il alla chercher le seau. Ils travaillèrent toute la soirée et dans l'obscurité, à la lueur de la lampe de cette petite pièce, tombant dans un rythme qui n'avait pas de mots, seulement du mouvement. Clara changeait les linges et parlait à Gracie d'une voix stable et calme. Cole transportait l'eau du puits et tenait les fines épaules de sa fille lorsque son agitation nécessitait d'être calmée. Et il regardait avec l'attention concentrée et contrôlée d'un homme qui a décidé que s'arrêter n'était tout simplement pas une des options disponibles. La fièvre ne tomba pas. Vers minuit, elle grimpa en flèche. Gracie se mit à frissonner malgré la chaleur.
les frissons profonds et osseux d'un corps luttant à pleine capacité. Ses dents claquaient et ses yeux, quand ils s'ouvraient, ne trouvaient rien de réel sur quoi se concentrer. Cole était à genoux à côté du lit, et sa voix, quand il parla, était à peine audible, rauque et arrachée de quelque part de profond. C'est comme ça que ça a commencé avec Rose. Il s'arrêta, recommença. La fièvre est venue vite. Elle a dit que ce n'était rien, juste un rhume d'été. Je l'ai cru parce que j'avais besoin de la croire. Sa mâchoire travailla. 4 jours plus tard, elle était partie. Clara le regarda par-dessus le lit. Elle le vit alors, la chose qu'elle avait entrevue auparavant, mais qu'elle voyait maintenant en entier. La terreur brute et sans défense d'un homme qui avait déjà survécu à la perte de toute une foi et qui regardait la porte de cette même pièce s'ouvrir à nouveau. La même fièvre, la même peau brûlante sous ses mains, le même enfant regardant à travers lui au lieu de le regarder. Elle tendit la main par-dessus le lit. Elle prit sa main, pas doucement, fermement, la poigne d'une personne ancrant une autre personne au moment présent, quand le passé essaie de l'entraîner vers le fond. « Ce n'est pas la même chose, dit-elle. J'ai besoin que tu m'entendes dire ça. Gracie est jeune et elle est forte et elle s'est battue durement toute la soirée. Je peux l'entendre dans sa respiration. Elle se bat toujours. Cole, tu ne peux pas savoir ça. Non, mais je le crois et elle a besoin que nous le croyions. Elle a besoin de nous sentir ici, croyant qu'elle est assez forte pour ça. Elle lui serra la main fort. Es-tu avec moi? Ses yeux revinrent sur son visage. Le passé le lâcha, ou il lâcha le passé. Elle ne pouvait pas dire lequel. Il se redressa. Il se pencha sur sa fille et parla si bas, en privé, que Clara sentit qu'elle était témoin de quelque chose qu'elle ne devrait pas, quelque chose qui n'appartenait qu'à eux deux, et elle aurait détourné le regard, sauf qu'elle ne pouvait pas bouger. « Gracie, écoute-moi, je sais que tu as mal, je sais que c'est dur, mais tu es une Harlow, et les Harlow n'abandonnent jamais. Tu m'entends? Je suis là, je ne vais nulle part, continue de te battre. » Les yeux de Gracie s'ouvrirent, flous, mais ils trouvèrent son visage. « Papa, murmura-t-elle. « Je suis là, dit-il. Sa voix se brisa sur le mot. « Je suis là, mon petit oiseau. » Clara essora un linge frais et le posa sur le front brûlant, et ils continuèrent. Les heures se dissolvèrent. Les bras de Clara étaient lourds, et son dos lui faisait mal à force d'être à genoux. Et la chaleur de la nuit pesait sur eux tous. Mais elle ne s'arrêta pas, et Cole ne s'arrêta pas. Et quelque part dans la 3e heure, elle regarda par-dessus le lit cet homme implacable, tremblant, terrifié, complètement présent. Et elle comprit quelque chose sur lui qu'elle avait assemblé pièce par pièce depuis le quai, et qui était maintenant enfin entier. Il l'avait ramassé sur ce quai non seulement à cause de Rose. Il l'avait ramassé parce que c'était simplement qui il était. Un homme qui agit quand quelque chose doit être fait. Un homme qui reste. Vers 2 heures du matin, elle lui dit de se reposer. Il refusa. « 1 heure, dit Clara, et sa voix avait la fermeté particulière de quelqu'un qui a décidé que ce n'était pas une négociation. Tu as travaillé dans une chaleur brutale depuis avant l'aube, et si tu t'effondres, tu ne lui sers à rien. Allonge-toi, bois quelque chose, reviens dans 1 heure. Je ne la quitterai pas. Tu as ma parole. » Clara, 1 heure, Cole. Il résista encore 1 minute entière, qu'elle endura sans bouger. Puis il partit. Clara était seule avec Gracie. Elle continua à travailler, linge, eau, température, une gorgée d'eau, parler. Elle parla du jardin, des tomates qui arrivaient, des herbes qu'il sécherait pour l'hiver, des conserves de pommes qu'il ferait en septembre. Elle parla de faire du pain ensemble, du motif de courte pointe qu'elle avait pensé enseigner à Gracie, de la façon dont les oreilles de Copper se tournaient vers l'avant quand il entendait la voix de Gracie de l'autre côté de la cour, ce qui était sa version de l'affection, qu'il l'admette ou non. Et puis elle s'entendit dire quelque chose qui la surprit. « Tu dois rester, dit-elle. » Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure, assez bas pour que seule la lueur de la lampe l'entende. « Tu me comprends, Gracie Harlow? Ton père a besoin de toi plus qu'il ne le dira jamais à voix haute. Il te porte comme si tu étais la raison pour laquelle il se lève le matin, parce que tu l'es, et il ne survivrait pas à ta perte. Pas encore, pas en plus de tout le reste. » Elle essora le linge, ses mains étaient en stase. Et moi, elle s'arrêta, continua. « J'ai besoin de toi aussi. Toi spécifiquement.
Tu t'es approché d'une étrangère sur un quai et tu lui as pris la main et tu n'as pas demandé la permission et tu n'as pas hésité et rien n'a été pareil depuis. Je ne suis pas prête à perdre ça. Je ne suis pas prête à te perdre. Alors, tu te bats. Tu m'entends? Tu te bats. Elle remit le linge sur le front brûlant. Gracie ne bougea pas. Mais Clara l'avait dit, et la lueur de la lampe l'avait entendu, et c'était suffisant. Cole revint exactement 1 heure plus tard. Il avait l'air plus stable, pas reposé. Il n'y avait pas de repos cette nuit, mais plus stable. Il prit le relais sans qu'on le lui demande, et Clara s'assit et laissa ses bras se reposer pour la première fois depuis des heures. Et le soulagement était si physique qu'elle dut fermer les yeux un moment. Ils retombèrent dans le rythme qu'ils avaient construit. Sans parole et synchronisé, la façon dont les gens travaillent ensemble quand le travail est assez sérieux pour que le langage devienne inutile. L'aube arriva lentement. Clara vit la lumière changer à la fenêtre et sentit l'irréalité particulière d'une nuit survécue sans dormir. Les bords du monde légèrement flous. Cole était à genoux à côté du lit, sa main sur celle de Gracie sur la courte pointe, et aucun d'eux ne parlait. Puis Gracie ouvrit les ouvrit vraiment, clair et présent et confus de la manière complètement ordinaire d'un enfant qui s'est réveillé et ne comprend pas pourquoi tout le monde est dans sa chambre. Papa, sa voix était faible, mais réelle. Pourquoi es-tu dans ma chambre? Il est encore tôt. La main de Cole alla à son front. Clara vit tout son corps changer. Elle vit 18 mois de force contenue se relâcher en une seule longue respiration. La façon dont un arc tendu se détend quand la flèche vole enfin. Pas un effondrement, mais un achèvement. La fièvre est tombée, dit Clara. Elle pressa sa main sur le front de Gracie et sentit la chaleur normale d'un enfant vivant. La chaleur de la température corporelle, pas la terrible brûlure d'il y a 6 heures. Elle est tombée. Les yeux de Cole se fermèrent. Quand il les rouvrit, ils étaient humides. Il ne le cacha pas. Il ne l'expliqua pas. Il laissa simplement la chose être là. Ce qui était, Clara le comprit, le plus sans défense qu'elle ne l'ait jamais vu. Et la confiance de cela défit quelque chose dans sa poitrine très doucement. Quelque chose de mal est arrivé, demanda Gracie, regardant entre eux avec une conscience croissante. Vous avez tous les deux l'air que quelque chose de mal est arrivé. Tu as été très malade, dit Cole, mais tu t'es battu. Je ne me souviens pas de grandes choses. Gracie fronça les sourcils, réfléchissant. Juste d'avoir eu chaud et Clara qui me parlait du jardin. Elle fit une pause. Et des oreilles de copper. Clara sentit ses propres yeux se remplir. Elle n'avait pas su que Gracie pouvait l'entendre. Ils firent boire de l'eau à l'enfant et la regardèrent retomber dans un vrai sommeil, un sommeil profond et réparateur, le genre qui ressemble à du repos plutôt qu'à une bataille. Puis, ils s'assirent à côté du lit, dans la pièce qui s'éclaircissait, la lampe brûlant plus bas alors que le matin prenait le dessus, aucun d'eux ne partant. Le silence entre eux était différent de tous les silences qui l'avaient précédé. Il avait été testé maintenant. Il avait été à l'intérieur de la pire nuit possible et il n'avait pas rompu. « Merci, dit Cole. Il regardait Gracie, mais les mots étaient destinés à Clara, directement et complètement. « Si tu n'avais pas été là, dit-il. » Sa voix était rauque et prudente en même temps, la voix d'un homme choisissant ses mots parmi une réserve limitée. Si j'avais été seul, je serais parti chercher le médecin et elle aurait été ici seule. Et Il s'arrêta. Sa mâchoire travailla. Quand la fièvre a grimpé à minuit et que je l'ai regardée et que j'ai vu Rose, j'ai figé. J'ai littéralement figé. Et tu as tendu la main par-dessus ce lit et tu m'as tenu. Et tu ne m'as pas laissé aller quelque part d'où je n'aurais pas pu revenir. Il fit une pause. Je ne sais pas comment dire ce que ça valait. Nous l'avons fait ensemble, dit Clara. Les mots restèrent dans l'espace entre eux. Ensemble. Pas une déclaration, pas une performance, juste la description simple et précise de ce qui s'était passé dans cette pièce pendant les longues heures brûlantes de cette nuit. Mais cela portait un poids que ni l'un ni l'autre n'atteignit directement. Parce que certaines choses sont trop nouvelles et trop réelles pour être manipulées encore. Et tous deux le savaient, et tous deux s'assirent dans la connaissance de cela sans se presser. La lumière du matin entra pleinement par la fenêtre, et Clara prit conscience lentement, comme si elle le remarquait de loin, que la main de Cole n'avait pas lâché la sienne depuis qu'elle l'avait saisie à minuit.
et que la sienne n'avait pas lâché la sienne, et que ni l'un ni l'autre n'avait bougé pour changer cela, et que ni l'un ni l'autre n'allait le faire. Gracie dormait entre eux avec la respiration profonde et satisfaite de quelqu'un qui a fait quelque chose de dur et s'en est sorti. Et au coin de sa bouche, il y avait quelque chose qui ressemblait, à la lumière du matin, beaucoup à un sourire. Comme si, même dans son sommeil, elle savait. Quatrième partie, le mariage et ce qu'il a construit. Ils n'en parlèrent ensemble ce matin-là. Gracie dormit jusqu'à près de midi, ce qui était si loin de ses habitudes ordinaires, que Cole alla la voir 3 fois dans les 2 premières heures, juste pour confirmer que la respiration profonde et calme était celle de la guérison et non autre chose. Clara fit du café et des œufs et mit une assiette de côté pour le réveil de Gracie. Et elle et Cole s'assirent à la table de la cuisine dans le silence particulier de 2 personnes qui ont traversé quelque chose ensemble, qui a changé la géométrie de l'espace entre elles, et qui ne sont pas encore prêtes à nommer la nouvelle forme. Cole but son café. Il regarda la table. Il regarda ses mains. « Tu lui as dit quelque chose, dit-il finalement. La nuit dernière, quand je me reposais. Elle m'a dit ce matin qu'elle t'avait entendu parler. » Clara s'immobilisa. « Elle a dit que tu lui avais dit qu'elle devait rester. » Il leva les yeux. « Elle a dit que tu lui avais dit que tu avais besoin d'elle. » La cuisine était très silencieuse. « Je ne pensais pas qu'elle pouvait m'entendre, dit Clara. Elle t'a entendu. » Il soutint son regard. « Elle a dit que ça lui avait fait moins de peur d'avoir ta voix là. » Il fit une pause. « Elle a dit que c'était comme avoir une maman à ses côtés. » Clara regarda la fenêtre. Elle se pinça les lèvres un moment. « Je pensais chaque mot, dit-elle doucement. Si ça a de l'importance. » « Ça a de l'importance, dit Cole. Ça a une très grande importance. » Il se leva, prit sa tasse et alla à la fenêtre. Et pendant un long moment, il resta là, le dos tourné. Clara le regarda et attendit, car elle avait appris maintenant que Cole Harlow traitait les grandes choses lentement et ne les disait qu'une seule fois quand il les avait formulées exactement comme il le fallait. « Ces dernières semaines, dit-il toujours face à la fenêtre, t'avoir ici, ça a changé les choses pour Gracie. »« Pour moi aussi, dit Clara avec précaution. » Il se tourna, il la regarda directement. Le poids total de ses yeux gris, les yeux qui ne disaient jamais rien qu'ils ne pensaient pas. « Je sais que tu es venu ici parce que tu n'avais nulle part où aller. Je sais que c'était censé être temporaire. Mais quelque part en chemin, ça a cessé de me paraître temporaire. » Le souffle de Clara se coupa. Elle se tint très immobile. « C'est devenu réel, continua. Ah, il, continua-t-il, comme quelque chose qui vaut la peine d'être gardé. Je ne suis pas intéressé par ta gratitude ou ton obligation. Je veux que tu comprennes ça clairement. Je ne demande pas parce que je suis désolé pour ta situation ou parce que Gracie a besoin d'une mère, même si c'est le cas. » Il s'arrêta. « Je demande parce que quelque part entre ce quai et la nuit dernière, j'ai réalisé que je te veux ici. Pas comme une employée, pas comme une faveur. » Il soutint son regard. « Comme ma femme, comme la mère de Gracie, de façon permanente, réelle. » Le silence dura juste assez longtemps pour être honnête. « Oui, dit Clara. Aucune hésitation, aucune performance d'incertitude pour paraître convenablement prudente. Juste le mot qui était vrai, livré comme il livrait les choses, simplement, parce que c'était la seule façon qui en valait la peine. » Quelque chose traversa le visage de Cole qu'elle n'y avait jamais vu auparavant. Pas le bonheur, exactement. Cole n'était pas un homme qui portait le bonheur en surface, mais un relâchement profond jusqu'à l'os. Comme un homme qui a porté un poids qu'il avait oublié qu'il portait et à qui on vient de dire qu'il peut le poser. Il traversa la cuisine en 3 pas et prit ses 2 mains dans les siennes et les tint. Et aucun d'eux ne dit un autre mot et aucun d'eux n'en avait besoin. À l'étage, ils entendirent Gracie se réveiller. Ils entendirent on ne sait pas traverser le plancher. Ils l'entendirent apparaître en haut des escaliers, puis descendre lentement, se déplaçant toujours avec la prudence d'un corps qui a traversé quelque chose de dur et qui retrouve son chemin. Elle apparut sur le seuil de la cuisine dans sa chemise de nuit, les cheveux défaits, le visage pâle mais présente. Et elle les regarda, tous les deux debout ensemble à la table de la cuisine, se tenant de la main. Et elle s'arrêta. Elle regarda leurs mains, elle regarda le visage de Clara.
Elle regarda le visage de son père. « Oh, dit-elle. Puis elle traversa la cuisine et mit ses bras autour d'eux deux à la fois, aussi loin que ses petits bras pouvaient atteindre. Et elle pressa son visage contre le côté de Clara et dit, étouffée par le tissu, « Je t'avais dit qu'elle devait rester, papa. Je te l'ai dit le premier jour. » Cole fit un son qui était, Clara le réalisa avec un certain émerveillement, un rire. Petit et rouillé par le manque d'usage, mais réel. « Tu l'as fait, dit-il. Je suis très intelligent, dit Gracie. « Tu l'es, dit Clara, enroulant son bras autour des fines épaules de l'enfant. « Tu l'es absolument. » Cole se rendit à Dusty Creek 2 jours plus tard et revint avec la nouvelle que le Reverend Mills ferait le trajet jusqu'au ranch le samedi après-midi. Il était parti la majeure partie de la matinée et quand il revint, il y avait quelque chose sur le banc de la charrette à côté de lui, enveloppé dans du papier. Il le porta à l'intérieur, le posa sur la table de la cuisine et recula avec l'expression soigneusement neutre d'un homme qui a fait quelque chose et attend de voir si ça atterrit bien. Clara l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une bobine de ruban ivoire, exactement de la largeur qu'elle avait mentionnée presque en passant un matin en coiffant Gracie. Elle avait dit, à peine en y pensant, que du ruban ivoire serait joli pour une occasion spéciale, qu'elle en avait utilisé dans l'Est. Une seule phrase. Elle ne lui parlait pas. Il était dans la pièce d'à côté. Elle se tenait dans la cuisine, tenant le ruban, et ne put parler pendant un moment. « Cole, réussit-elle finalement à dire. « Je pensais que tu pourrais le vouloir, dit-il, et il se tourna pour délacer ses bottes comme si le geste ne nécessitait aucun autre commentaire. Gracie, qui avait observé tout cela depuis son tabouret à la table, avec la satisfaction alertée de quelqu'un qui observe un plan se dérouler parfaitement, dit « Il a fait 3 magasins différents. » Gracie. Henry Marlowe me l'a dit. Elle était complètement impénitente. Il a demandé au magasin général d'abord, et il n'avait pas la bonne teinte, alors il est allé à... Gracie. Je fournis juste le contexte, papa. Clara se détourna avant qu'il ne puisse voir son visage, car l'expression qui s'y trouvait était une qu'elle n'était pas encore prête à lui montrer en entier. L'expression spécifique d'une femme qui vient de comprendre que c'est ce qu'elle cherchait dans chaque lettre soignée de Boston, et qu'elle l'avait trouvé non pas dans les mots d'un homme éloquent, mais dans une bobine de ruban pour laquelle un homme silencieux avait fait 3 magasins pour trouver la bonne couleur. Ce soir-là, après que Gracie fut au lit, Cole lui montra la malle. Il l'amena à la porte de sa chambre, leur chambre à partir de samedi, un fait qui pesait dans leurs 2 esprits avec un poids qui n'était pas inconfortable, mais qui était présent. Et il se tint sur le seuil, comme il se tenait sur le seuil des choses qui lui coûtaient de dire. « Rose a acheté du tissu avant de tomber malade, dit-il. Du coton crème, de petites fleurs bleues, de bonne qualité. Elle n'a jamais pu l'utiliser. » Il tourna son chapeau dans ses mains. « Si tu voulais faire quelque chose pour le mariage, si tu pensais que c'était bien. » Il s'arrêta. « Je ne veux pas que tu te sentes obligé d'utiliser le tissu d'une femme morte pour te marier. Si c'est trop étrange, ce n'est pas trop étrange, dit Clara. C'est un honneur. » Il la regarda. « Je le pense, dit-elle. Je ne suis pas polie. Tu me donnes la permission de prendre quelque chose qui lui tenait à cœur et d'en faire quelque chose de nouveau. Ce n'est pas étrange, c'est de la confiance. » Elle soutint son regard. « Je serais honoré. » Cole laissa échapper un lent soupir. Il hocha la tête une fois, comme il le faisait quand quelque chose était réglé, et descendit. Clara ouvrit la malle. Le tissu était exactement comme il l'avait décrit. Du coton crème, de petites fleurs bleu pâle, doux et fin comme quelque chose choisi avec intention. Elle le souleva, le tint dans ses mains et sentit son poids. Pas lourd, mais pas léger non plus. Elle pensa à Rose qui avait porté des seaux d'eau et entretenu ce jardin, et élevé une fille aux yeux vifs et au cœur sans effort, et qui avait tracé ces rangées de jardins avec l'intelligence de quelqu'un qui prévoyait de rester longtemps, qui avait dit oui à un homme étrange dans un territoire étrange, et construit quelque chose de réel à partir de la matière brute d'une vie difficile. « Je prendrai bien soin d'eux, dit Clara doucement, au tissu, à la pièce, à quiconque pouvait écouter. D'eux, je le promets. » Elle commença la robe ce soir-là. Elle y travailla dans les heures après que Gracie fut au lit, à la lueur de la lampe, avec les mains prudentes de quelqu'un qui comprend que certains travaux exigent plus que de l'habileté. Ils exigent du respect.
Les coutures étaient droites et vraies. Elle ne se pressa pas. Elle avait 3 jours. Le deuxième soir, Cole apparut sur le seuil de la cuisine pendant qu'elle travaillait. La robe à moitié finie étalée sur la table. Il resta là un moment, regardant le tissu, regardant ce que Clara faisait de ce que Rose avait gardé. Et quand il parla enfin, sa voix était calme et prudente, comme quelqu'un qui porte quelque chose de fragile. « Elle t'aurait aimé, dit-il. » Clara leva les yeux. « Rose, elle aurait vu exactement qui tu es. » Il s'appuya sur le seuil. Elle avait ça. Elle pouvait voir les gens tels qu'ils étaient vraiment, pas tels qu'ils se présentaient. Elle t'aurait vu sur ce quai et elle aurait dit « Ramène-la à la maison, Cole, comme je l'ai fait. » Il fit une pause. « Je veux que tu saches que tu ne la remplaces pas. Je ne te demande pas d'être elle. Je te demande d'être ici avec ce qui est ici et de construire quelque chose de nouveau. » « Moi aussi, » dit Clara. Il resta sur le seuil un moment de plus, son expression faisant la chose qu'elle faisait quand il disait plus que ses mots ne le portaient. Puis il hocha la tête une fois et monta à l'étage. Et Clara s'assit à la lueur de la lampe, les mains sur le tissu crème et bleu, et pensa que ce n'était pas du tout ce qu'elle avait imaginé en scellant cette dernière lettre soignée à Boston. C'était mieux, plus dur et plus réel, et considérablement mieux. Samedi arriva, clair et féroce, le ciel du Wyoming de ce bleu concentré qui semblait peint plutôt que naturel. Clara s'habilla dans la robe finie et se tint devant le petit miroir de la chambre, se regardant un long moment. La femme qui la regardait n'était pas la femme qui s'était tenue sur le quai il y a 6 semaines. Pas d'une manière visible à l'extérieur, mais de toutes les manières qui comptaient. Cette femme s'était maintenue par pure détermination contrôlée. Cette femme se tenait simplement dans sa propre vie. Elle tressa ses cheveux avec soin. Elle alla trouver Gracie. Gracie était dans sa chambre, dans sa robe du dimanche, essayant de se tresser les cheveux avec un succès limité et une frustration considérable. Ses bras tordus derrière sa tête et un angle qui suggérait plus de détermination que de technique. « Assieds-toi, écrit. Assieds-toi, dit Clara. Gracie s'assit. Clara travailla les tresses avec des mains expertes, et Gracie la regarda dans le petit miroir de la commode avec une expression qui essayait d'être digne et n'y parvenait pas tout à fait parce que l'excitation ne cessait de percer. « Clara, dit-elle, après aujourd'hui, est-ce que je pourrais t'appeler maman? » Les mains de Clara s'immobilisèrent un instant. Puis, elles continuèrent à bouger. « Passons d'abord la cérémonie, dit-elle avec précaution. Mais après, dit Clara, tu pourras m'appeler comme tu le sens. » Gracie sourit au miroir avec la joie complète et sans inhibition de quelqu'un qui a déjà décidé ce qui lui semble juste et attend simplement la permission de l'utiliser. Clara noua le ruban ivoire au bout de la tresse gauche, puis de la droite. Gracie se regarda dans le miroir et dit « Je ressemble à une fille dans un livre d'images. »« Tu ressembles exactement à toi-même, » dit Clara. « Ce qui est mieux. » Henry Marlowe et sa femme Catherine arrivèrent à midi dans leurs beaux habits, l'air sincèrement heureux, comme des gens qui ont discrètement espéré quelque chose et sont contents de le voir se réaliser. Henry serra la main de Cole, lui tapa sur l'épaule et dit « Il était temps », ce qui était apparemment considéré comme un sentiment complet entre des hommes qui se connaissaient depuis des années. Catherine prit les mains de Clara dans les siennes, les tint et dit « Tu es magnifique », simplement et directement, et Clara la crut. La famille Le Brennan arriva de la propriété voisine peu après. Des gens de ranch bourrinés et chaleureux qui accueillirent Clara avec l'accueil spécifique d'une communauté s'étendant à quelqu'un qu'elle a décidé d'accepter. Le genre d'accueil qui est plus significatif que la chaleur parce qu'il est mérité et délibéré. Madame Brennan apporta un gâteau qui sentait la vanille et l'effort. Le Reverend Mills arriva à cheval juste avant 2 heures, un peu décoiffé et de très bonne humeur à ce sujet. Ils se rassemblèrent sur le porche où il y avait de l'ombre. Cole se tenait à côté de Clara dans sa belle chemise, le col sombre ouvert à la gorge, les cheveux encore humides du lavage. Et il la regarda comme il regardait les choses qui comptaient, directement, sans performance, avec l'attention complète d'un homme qui a l'intention de se souvenir de cela. Le Reverend Mills prononça ces paroles. Puis Cole prit ses mains. Ses mains étaient rudes par des années de fil de fer, de temps et de travail, et elles se tenaient les siennes avec la fermeté particulière de quelqu'un qui a décidé ce qu'il tient et a l'intention de le garder. « Moi, Cole Harlow,
je te prends, Clara Bennett, pour épouse, dit-il. Sa voix ne trembla pas. C'était la voix d'un homme qui a pesé chaque mot et les dit parce qu'ils sont vrais. Je promets de travailler à tes côtés et de me tenir à tes côtés à travers tout ce que cette vie apportera. Je promets de subvenir à tes besoins, de te protéger et de construire un foyer avec toi. Je promets de t'honorer et de t'être fidèle à partir de ce jour jusqu'à la fin. Clara regarda cet homme silencieux, têtu, constant, profondément bon, qui avait agi quand tous les autres sur ce quai avaient simplement regardé. Et elle sentit la justesse solide de ce qui se passait s'installer dans ses os comme quelque chose qui rentre à la maison. Il s'éclaircit la gorge. Moi, Clara Bennett, je te prends, Cole Harlow, pour époux, dit-elle. Sa voix était stable et sûre. Je promets de travailler à tes côtés, de prendre soin de ta maison et de ta fille, et de me tenir avec toi à travers tout ce que cette vie apportera. Je promets de t'honorer et de t'être fidèle à partir de ce jour jusqu'à la fin. Le Révérend Mills prononça les mots. Cole se pencha et l'embrassa. Bref, silencieux et entièrement réel, le genre de baiser qui n'a pas besoin de s'annoncer parce qu'il sait ce qu'il est. À côté de Catherine Marlowe, Gracie applaudit à plein volume, complètement sans retenue. Henry se mit à rire. Catherine mit sa main sur sa bouche. Même le Révérend Mills sourit. Ils mangèrent du gâteau sur le porche et burent de la limonade. Henry porta un toast de la manière sérieuse et un peu maladroite d'un homme qui est sincèrement heureux pour son ami et n'a pas l'habitude de le dire en public. Catherine prit Clara à part à un moment donné, la regarda directement et dit « C'est un homme bon, dur mais bon, et cet enfant avait besoin exactement de ce que vous êtes. Ne laissez personne vous faire douter de ce que vous avez construit ici. » J'ai dépassé le stade de laisser les autres décider de ma valeur, dit Clara. Catherine sourit, quelque chose de chaleureux et d'approbateur dans son sourire. Alors vous vous en sortirez bien, vous vous en sortirez mieux que bien. Les invités partirent alors que l'après-midi se dirigeait vers le soir. Gracie, épuisée par l'excitation et pas encore tout à fait elle-même après la fièvre, alla se coucher sans discuter. Ce qui était si sans précédent que Cole resta sur le seuil de sa porte pendant 30 bonnes secondes après qu'elle ait fermé les yeux, simplement pour vérifier. Il redescendit, et Clara était dans la cuisine. Ils se tinrent l'un en face de l'autre, dans le calme qui suit d'une chose importante. « Eh bien, dit Cole. « Eh bien, acquiesça Clara. » Ils se regardèrent avec la timidité spécifique qui ne vient pas de l'inconnu, mais du poids de quelque chose qui vient d'être rendu permanent et de la réalisation que le permanent est un pays différent du temporaire. « Je devrais te dire quelque chose, dit Cole. Clara attendit. Quand je suis allé chercher le ruban, les 3 magasins, il regarda ses mains. Henry Marlowe m'a demandé quelle était l'occasion et je lui ai dit que je me mariais et il a dit « déjà », comme si j'avais fait quelque chose qui nécessitait une explication. Il fit une pause et j'ai réalisé que je n'avais absolument rien à expliquer. Ça ne semblait pas rapide. Ça semblait juste. Juste, dit Clara. Il la regarda. Oui. Il hocha la tête une fois, comme il le faisait quand quelque chose était réglé de façon permanente. Juste. Elle traversa la cuisine, se tint devant lui et posa sa main contre son visage. Il s'y appuya légèrement, juste assez. La façon dont un homme s'appuie sur la chaleur quand il a eu froid pendant longtemps et ne se fait pas tout à fait confiance pour en demander plus. « J'ai pensé mes vœux, dit-elle doucement. Chaque mot. « Je le sais, dit-il. Moi aussi. » Leur deuxième baiser fut différent du premier. C'était le baiser de 2 personnes qui n'étaient plus prudentes l'une avec l'autre, qui ont décidé que la prudence n'est plus ce qui est nécessaire. Cette nuit-là, Clara déplaça ses quelques affaires de la petite chambre arrière à la grande chambre avant. Et Cole lui fit de la place sur la commode et sur les crochets derrière la porte. Et il le fit sans cérémonie, déplaçant les choses avec le calme pratique d'un homme qui faisait simplement de la place. Ce qui était, Clara en était venue à le comprendre, la façon dont cet homme disait tout ce qui était important. La pièce avait contenu le deuil d'une personne pendant 18 mois. Maintenant, elle contenait autre chose aussi. Le deuil toujours, parce que l'amour construit sur les os de la perte porte toujours le deuil en lui. Et ce n'est pas un défaut, c'est la vérité. Mais aussi quelque chose de nouveau, quelque chose de vivant et tourné vers l'avenir, avec son propre nom, sa propre lumière et son propre avenir.
Clara était allongée dans le noir, écoutant le ranch s'installer autour d'eux, et sentait la chaleur de l'homme à ses côtés. Et elle pensa à un quai sous le soleil de l'après-midi et à un homme qui avait mis sa photo dans sa poche et s'était éloigné. Et elle pensa, si ce moment devait être, alors qu'il soit ceci, qu'il mène ici, qu'il soit la porte brisée qui s'est ouverte sur quelque chose de réel. Elle tourna la tête. Cole regardait le plafond. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. « Que j'aurais dû réparer cette planche sur le porche avant que les invités n'arrivent, dit-il. Elle est soche depuis 6 mois. Clara le dévisagea. Puis elle se mit à rire doucement dans le noir. Il tourna la tête, la regarda, et le coin de sa bouche bougea. « Demain, dit-elle. « Demain, acquiesça-t-il. Il tendit la main, trouva la sienne dans le noir et la tint. La même main qu'elle avait saisie par-dessus le lit d'un enfant malade dans les pires heures d'une longue nuit. La même main qui l'avait stabilisée sur le banc d'une charrette le soir où tout s'était effondré et avait recommencé. Dehors, la nuit du Wyoming faisait ce qu'elle faisait toujours, énorme, indifférente et pleine d'étoiles. Le bétail s'installa. Les chevaux étaient calmes. Le ranch respirait autour d'eux. Et à l'intérieur, pour la première fois depuis plus longtemps que l'un ou l'autre ne pouvait honnêtement le nommer, aucun d'eux n'était seul. 5e partie. La femme qui est devenue un foyer. Septembre arriva comme toutes les meilleures choses arrivaient à ce ranch. Sans annonce, sans cérémonie. Simplement là, un matin au réveil, et l'air avait changé. Clara le remarqua d'abord dans la cuisine. La lumière entrait différemment à travers les rideaux de calicot bleu. Plus fraîche, plus angulaire. Le genre de lumière qui dit que la saison a pris une décision et ne reviendra pas en arrière. Gracie le remarqua dans le jardin, où les plantes de tomates, qui étaient à moitié mortes en juillet, produisaient maintenant plus que ce qu'ils pouvaient manger tous les 3. Ce que Clara avait résolu en faisant des conserves chaque mardi, avec un système si efficace que Gracie s'était mise à le commenter comme un événement sportif. Cole le remarqua chez le bétail, dans la façon dont il se déplaçait différemment le matin, dans les premiers indices de ce que l'hiver exigerait. Il commença à faire des listes. Il avait toujours fait des listes, mais maintenant il les laissait sur la table de la cuisine, et Clara les modifiait sans qu'on le lui demande, ajoutant des choses auxquelles il n'avait pas pensé. De l'huile de lampe, de la farine supplémentaire, le type particulier de haricots secs qui se conservait le plus longtemps. Et il rentrait, lisait ses ajouts, et ne disait jamais rien, sauf hocher la tête et mettre la liste dans la poche de sa chemise. C'était une conversation en soi. Tout entre eux était devenu une conversation en soi. C'est ce que Clara apprenait en étant mariée à un homme qui ne parlait pas beaucoup. On apprenait à lire un langage complètement différent. Et une fois qu'on l'avait appris, il était plus précis que les mots. Elle enseignait l'arithmétique correcte à Gracie un jeudi matin, quand Gracie posa son ardoise et regarda Clara avec une expression particulière qu'elle portait quand elle avait réfléchi à quelque chose pendant un certain temps et avait finalement décidé de le dire. « Clara, dit-elle, est-ce que je peux t'appeler maman? » La cuisine devint très silencieuse. Clara posa son crayon. Elle regarda cet enfant, cette fillette de 7 ans, avec des tresses miel et des taches de rousseur et les yeux vifs de quelqu'un qui avait appris à lire les pièces, les gens et le poids des silences, qui s'était approché d'une étrangère sur un quai il y a 6 semaines et lui avait pris la main sans hésitation, qui avait lutté contre une fièvre qui les avait tous terrifiés et en était sorti de l'autre côté avec ce petit sourire têtu toujours intact. « C'est ce que tu veux ?» demanda Clara avec précaution. Le visage de Gracie était sérieux, comme il l'était quand elle décidait de quelque chose d'important. « Je sais que tu n'es pas ma vraie maman, dit-elle. Je sais qu'elle est au ciel et je serai probablement triste à ce sujet pour toujours. Papa dit que c'est normal d'être triste et d'être heureux en même temps. Il dit que les deux peuvent être vrais. » Elle croisa les mains sur la table. « Mais tu es comme une maman. Tu m'apprends des choses, tu t'occupes du jardin, tu étais là quand j'étais malade et tu es resté. » Elle croisa directement le regard de Clara. « C'est ce que font les mamans, n'est-ce pas? »« C'est exactement ce que font les mamans, » dit Clara. Alors, Gracie soutint son regard. « Est-ce que je peux? »« Je serais honorée, » dit Clara. « Plus que je ne sais le dire. » Gracie se jeta de l'autre côté de la table avec l'enthousiasme de tout son corps d'un enfant qui a retenu quelque chose et à qui on vient de dire qu'elle n'a plus à le faire. Les 2 bras autour du cou de Clara, le visage pressé contre son épaule. Clara la serra fort, ferma les yeux
et sentit quelque chose qui avait été suspendu. Une dernière incertitude restante sur le fait de savoir si elle était vraiment là, si elle restait vraiment, si elle était vraiment suffisante. Se dissoudre entièrement dans la ferveur de ses petits bras. Elle était là. Elle restait. Elle était suffisante. Elle était, dans tous les sens où le mot a réellement un sens, un foyer. Cole entra de la grange ce soir-là pour trouver Gracie à la table de la cuisine, faisant son arithmétique avec l'intensité concentrée de quelqu'un qui a eu une très bonne journée et surfe sur son élan. Clara était au poil. Tout semblait exactement comme chaque soir depuis 6 semaines. Sauf que Gracie leva les yeux de son ardoise et dit avec la satisfaction pragmatique de quelqu'un qui rapporte d'excellentes nouvelles. « Papa, j'appelle Clara maman maintenant. Elle a dit que je pouvais. » Cole s'arrêta au milieu de la cuisine. Il regarda Gracie. Il regarda le dos de Clara, l'immobilité prudente d'elle au poil, attendant. Il resta très immobile un long moment, et Clara, sans se retourner, pouvait sentir le poids de ce qui se passait en lui. Pouvait le sentir dans la qualité du silence dans lequel il se tenait. La façon dont on sent un changement de pression atmosphérique avant une tempête. « Vraiment, dit-il finalement. Sa voix était rauque sur les bords. « Elle a dit oui, confirma Gracie. J'ai demandé très poliment. Tu as fait ça. Je demande toujours poliment quand c'est important. » Clara se tourna du poil alors et regarda Cole, et ce qui était sur son visage était tout ce qu'il ne dirait jamais à voix haute, assemblé en une seule fois. La gratitude, le deuil, le soulagement, l'amour compliqué et spécifique d'un homme qui a maintenu sa fille seule pendant 18 mois et à qui on vient de rendre quelque chose qu'il avait peur d'avoir perdu pour toujours. Sa gorge bougea. Il regarda Clara par-dessus la tête de sa fille. « Merci, dit-il, calme et direct, la façon dont il disait tout ce qui comptait. « Ne me remercie pas, dit Clara. Elle est facile à aimer. » Cole s'éclaircit la gorge. « Viens, mon petit oiseau, les poules. » Il prit la main de Gracie et ils sortirent ensemble. Et Clara resta dans la cuisine, écoutant le son d'eux traversant la cour. La voix de Gracie allant déjà à toute vitesse à propos de quelque chose. Les réponses basses de Cole à peine audibles. Et elle resta très immobile et laissa le sentiment de cela être complètement réel. C'est la rencontre avec Edmund Voss en octobre qui régla la dernière chose. Clara le vit de l'autre côté de la rue principale lors d'une course de ravitaillement à Dusty Creek. La silhouette solide et bien habillée de l'homme qui avait mis sa photo dans sa poche et s'était éloigné. Son estomac fit quelque chose d'involontaire. Vieil instinct, vieilles les blessures. La honte la traversa brièvement comme une météo. Elle redressa les épaules et continua à marcher. Il traversa la rue délibérément, se positionnant de manière à ce qu'elles doivent le reconnaître ou faire un détour évident. Il souriait du sourire d'un homme qui croit qu'il détient encore une sorte d'autorité sur une situation qu'il a laissée derrière il y a des mois. « Madame Harlow. » Il fit sonner son nom de femme mariée comme une note de bas de page intéressante. « J'ai entendu dire que vous vous étiez installé chez les Harlow. Du travail rapide. » Clara s'arrêta. Elle le regarda pleinement, directement, sans le tressaillement qu'elle aurait eu il y a 6 semaines. Et ce qu'elle ressentit en regardant cet homme était quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Presque rien. Pas de haine, pas de honte résiduelle. Presque rien. La façon dont on se sent en regardant une cicatrice qui est entièrement guérie. « Monsieur Voss, dit-elle. Pour être honnête, il ajusta ses manchettes. J'avais des inquiétudes à l'époque concernant l'arrangement. Si c'était le bon choix. Rétrospectivement, peut-être. Vous m'avez regardé sur un quai, dit Clara, et vous vous êtes éloigné sans un seul mot. Vous avez laissé une femme abandonnée dans une ville étrange, sans argent et nulle part où aller. C'est ce qui s'est passé. Vous et moi le savons tous les deux. » Le sourire de Voss changea. « J'ai un mari qui ne m'a jamais regardé comme vous l'avez fait cet après-midi-là, » continua Clara, sa voix égale et claire. « J'ai une fille qui m'appelle maman. J'ai un ranch que j'aide à faire revivre et une communauté qui a été généreuse et réelle. J'ai un foyer. » Elle soutint son regard sans effort. « Vous ne m'avez rien donné. La vie que j'ai, je l'ai construite. Alors, si vous voulez bien m'excuser. » Elle passa devant lui, entra dans le magasin d'Henry Marlowe, et ses mains tremblaient, mais avec quelque chose de si proche du triomphe qu'elle ne pouvait l'appeler autrement. Henry leva les yeux de derrière le comptoir et lut immédiatement son visage. « Voss, dit-il. « Voss, confirma-t-elle.
Henry hocha lentement la tête. Bien pour vous, dit-il simplement, et il alla chercher sa commande. Ce soir-là, elle raconta à Cole juste les faits, sans en faire un spectacle. Il écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il resta silencieux un moment. Puis il dit « Ça va? Mieux que bien. » Il la regarda fixement. « Il ne mérite pas l'espace qu'il occupe dans ta tête. » « Je sais. » Elle croisa son regard. « Je l'expulse. C'est fini. » Cole tendit la main par-dessus la table et posa sa main sur la sienne. Bref, sur la main qui avait tenu la sienne pendant la pire nuit de leurs deux vies. La main qui l'avait stabilisée sur le banc d'une charrette son premier soir et qui n'avait pas, de toutes les manières qui comptaient, lâché depuis. « Bien, dit-il, et ce fut fini. » Elle le sentit se fermer comme une porte qui a été laissée ouverte dans un courant d'air, le doux clic final de quelque chose qui se met en place. Edmund Voss était terminé. Le quai était terminé. La femme qui s'était tenue là avec son unique sac et son avenir démoli n'était pas partie. Clara ne prétendrait jamais que cette femme n'avait pas existé, que l'humiliation n'avait pas été réelle, que la peur n'avait pas été méritée. Mais elle n'était plus que Tom. Elle s'était construite en quelqu'un d'autre sur les eaux de cet après-midi, et la construction avait valu chaque jour de travail. L'hiver arriva en novembre avec la force sans complexe d'un hiver du Wyoming, c'est-à-dire qu'il arriva complètement et ne laissa aucun doute sur qui était aux commandes. Il y eut des jours difficiles, des jours où le froid trouvait chaque interstice et le travail n'avait pas de fin, et l'isolement pesait sur eux trois jusqu'à ce que la patience s'amenuise. Cole et Clara eurent leur première vraie dispute en novembre sur quelque chose de pratique. L'ordre des priorités pour des fonds limités, un désaccord sur le bétail par rapport aux réparations de la maison. Tous deux avec des arguments légitimes et aucun des deux enclin à céder rapidement. Ils allèrent se coucher, pas tout à fait réconciliés, et s'allongèrent dans le noir sans tout à fait se toucher. Le matin, Cole rentra du travail matinal à la grange et posa une tasse de café à côté d'elle sans parler. Elle était déjà au poêle. Elle lui tendit ses œufs sans parler. Ils mangèrent. Puis Cole dit « Tu avais raison pour les réparations de la maison. Elles doivent être faites avant le pire du froid. »« Tu as raison que le bétail passe en premier, » dit Clara. « Nous trouverons un moyen de faire les deux. »« Oui, dit-il, nous le ferons. » C'était tout. Pas de traitement prolongé, pas de catalogue de griefs. Deux personnes qui s'étaient choisies, comprenant que se choisir signifiait aussi choisir les jours difficiles, et que le choix était quotidien et délibéré, et non conditionné par le fait que les jours difficiles soient faciles. Gracie observa cet échange depuis son tabouret à la table et dit avec une autorité réfléchie, « Madame Brennan dit que tous les gens mariés se disputent. Elle dit que ça veut dire qu'on s'aime. »« Madame Brennan a raison, » dit Cole. « Je le savais déjà, » dit Gracie, et elle retourna à son petit déjeuner. Clara croisa le regard de Cole par-dessus la table. Le coin de sa bouche bougea. Elle se pinça les lèvres pour ne pas sourire et échoua, et il la vit échouer. Et pendant un moment, ils étaient simplement deux personnes qui avaient construit quelque chose de réel et se tenaient à l'intérieur un matin froid de novembre pendant que leur fille délivrait la sagesse des voisins. C'était assez. C'était plus qu'assez. C'était tout. Fin de mai, presque exactement 1 an après être descendu du train à Dusty Creek avec un sac et un avenir brisé, Clara se tenait sur la petite colline derrière la grange avec Cole et regardait le ranch en contrebas. Le jardin était dans son abondance printanière. Son jardin, le jardin de Rose, les deux vrais à la fois, et aucun n'annulant l'autre. La maison avait ses rideaux, ses tapis et ses petites épreuves accumulées d'une vie vécue plutôt qu'endurée. La voix de Gracie portait depuis la direction de la grange, claire et vive, parlant à Copper avec la familiarité confiante d'un enfant qui sait qu'elle est aimée et ne craint donc rien. « Je veux te demander quelque chose, » dit Cole. Clara attendit. « Es-tu heureuse? » Il se tourna pour la regarder, direct, comme il demandait tout. Pas en train de faire avec, pas en train de gérer. Vraiment heureuse. Clara regarda le ranch en contrebas. Elle pensa au quai sous le soleil de l'après-midi. Elle pensa au moment où Edmund Voss plia sa photo et s'éloigna. Et elle avait cru, debout dans cette humiliation publique, que sa vie était finie. Elle pensa à la main de Gracie se glissant dans la sienne sans hésitation. Elle pensa à une fièvre tombant à l'aube. Elle pensa aux rubans ivoire, aux calicots bleus, aux haricots au lard salé et à un homme qui avait fait 3 magasins pour trouver une couleur qu'elle avait mentionnée à personne en particulier.
Je suis plus heureuse que je ne le croyais possible, dit-elle. Cette vie, cette famille, toi. Elle serra sa main. C'est tout ce que je ne savais pas désirer. Même si rien de tout cela n'était ce que tu avais prévu. Surtout à cause de ça. Elle le regarda fixement. Ce que j'avais prévu était un fantasme construit sur de jolies lettres d'un homme qui est meilleur sur le papier qu'en personne. Ce que j'ai trouvé est réel. Il a été construit sur un travail acharné, des nuits difficiles et le fait de se présenter chaque jour, même quand c'était difficile. Elle fit une pause. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. C'est mieux que tout ce que j'aurais pu prévoir. Cole resta silencieux un moment. Puis il la serra contre lui et ils se tinrent sur la colline avec le ranch en contrebas et les montagnes au-delà. Et la voix de Gracie portant toujours dans l'air printanier. Sa perte, dit Cole. Notre gain, dit Clara comme elle le corrigeait toujours. Parce que ce n'était pas seulement à lui. C'était à Gracie, à elle et à lui. Tous les trois trouvaient l'un par l'autre à travers une succession de moments difficiles, de petites gentillesses et la main d'un enfant tendu sans hésitation sur un quai ensoleillé. Devenus une famille, non pas par les circonstances, mais par chaque matin qui a suivi. Le choix quotidien, la présence quotidienne, la construction quotidienne de quelque chose de vrai. Clara Harlow ferma les yeux, sentit la chaleur solide de son mari à ses côtés et entendit la voix de sa fille en bas. Et elle comprit avec la certitude complète et inébranlable d'une femme qui a mérité chaque centimètre de l'endroit où elle se trouve, qu'elle n'avait pas été abandonnée sur ce quai. Elle avait été dirigée par quelque chose qu'elle ne pourrait jamais entièrement expliquer. Exactement.